Thierry Tournebis, bonjour, je suis ravie de te revoir. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre professionnel. Tu m'as formée à la maïeusthésie, tu m'as aussi certifiée à la maïeusthésie. Tu représentes pour moi une des rencontres les plus importantes de ma vie sur le plan professionnel, puisque tu m'as vraiment transmis la juste posture thérapeutique, selon moi, que j'utilise au quotidien et qui m'ouvre beaucoup de portes sur le plan thérapeutique et qui permet à la plupart des personnes que je reçois de déposer les souffrances ou les questionnements qu'elles ont sans se sentir jugées. Voilà, donc je voulais te remercier pour ce très précieux legs que tu m'as transmis. C'est avec plaisir et pareillement, dans l'autre sens, merci à toi et à ceux qui font de même que toi, de s'y être intéressés, de mettre ça en œuvre. Les spécificités de cette approche s'inscrivent un peu dans ce que j'ai choisi d'appeler la psychologie de la pertinence, qui englobe éventuellement d'autres approches, mais c'est-à-dire qu'on accompagne les pertinences à l'œuvre chez les personnes plutôt que de combattre leur dysfonctionnement. Ça, c'est plutôt la psychopathologie, ou simplement modifier leurs ressources, mobiliser leurs ressources. Ça, c'est plutôt la psychologie de la santé. Deux démarches qui ont leur place. Et là, c'est la psychologie de la pertinence. On regarde les justesses chez l'autre, on les accompagne. Et je suis toujours touché que des praticiens ou des praticiennes aient l'élan de se former et de mettre ça en œuvre et d'en faire profiter les patients. Ils en ont vraiment besoin. Merci en tout cas beaucoup Thierry pour tout ce que tu as mobilisé dans ton parcours de formateur et de thérapeute pour le bien-être des patients et des personnes qui souffrent en général. Puisque la maïeusthésie, c'est pas seulement destiné aux thérapeutes, c'est aussi un art de vivre, un art de communiquer, un art d'écouter. Donc merci infiniment. Avec plaisir. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est une forme de philosophie de vie aussi. C'est peut-être un grand mot, c'est poussé peut-être un peu loin. Mais c'est vrai que c'est une façon d'approcher la vie qui, sans prétendre à ce qu'on soit dans une sagesse exceptionnelle, mais malgré tout, il y a que qu'on soit éveillé ou je ne sais quoi, du genre, on repère certaines choses, on est plus attentif à autrui, plus attentif à soi-même. Ça donne une autre posture dans l'existence qui est bonne pour soi et pour ceux qui nous entourent. On prétend pas être forcément excellent grâce à ça, mais on s'enlise moins longtemps dans les difficultés. On y voit plus clair plus vite. Alors, j'avais envie de t'interviewer sur le thème du couple, puisque tout ce que tu as pu en dire à titre personnel durant les stages que j'ai fait avec toi et aussi dans le cadre de la formation m'a semblé extrêmement pertinent. Tu as aussi témoigné verbalement de ton histoire d'amour, de ta relation avec ton épouse et de tout ce que tu as pu vivre aussi en famille, puisque tu es père de... Alors, rappelle-moi, tu as combien d'enfants? Alors, nous avons 4 enfants. Quatre enfants, oui. Nous sommes mariés depuis 50 ans, donc ça Oui, fait quand même un petit moment. C'est oui. assez rare. Alors, c'est justement, on va parler du couple. L'idée, c'est pas que les couples doivent forcément durer ou forcément se séparer. Ce qui est important, c'est qu'ils soient dans la justesse de ce qui leur correspond. Nous, on a eu la chance d'être dans cette proximité. Une telle proximité, de tels échanges que j'évoque souvent. On a eu 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et on pourrait dire la myosthésie, c'est notre 5e enfant parce que elle est un peu née de nos échanges, de nos recherches, de nos partages. Et c'est quelque chose où je mets ma femme souvent dans ce chemin de recherche, même si elle est ni formatrice ni praticienne, mais échanger au quotidien ce qu'on découvre, c'est extrêmement porteur. Oui. Vous connaissiez déjà quand tu t'es formée à la naturopathie, hein, c'est ça? Voilà, on s'est mariés en 72. Rapidement, on a démarré un cursus de naturopathie et de psychosomatique Mhm. qu'on a suivi tous les deux, tout en travaillant. Et puis, j'ai eu l'opportunité en 79 de prendre un cabinet à Bergerac comme naturopathe et très rapidement, j'ai fait que de la que de la psychothérapie. Et puis, ça m'a amené à structurer une approche de la psychothérapie dont quelques personnes, à un moment, comme c'était spécifique, que ce que je faisais, j'ai surtout été enseigné par les patients que j'ai accompagnés, le bon sens, nos recherches, nos discussions. Et en fait, ces innovations, c'est pas des trucs que j'ai trouvés dans des théories, c'est ce que j'ai trouvé sur l'expérience clinique, sur le terrain, avec les patients. Donc, comme disait Winnicott, merci à ces patients qui ont payé pour m'instruire, parce que j'ai appris beaucoup. Et Mhm. puis pareil, avec les stagiaires, parce que j'étais amené à faire de la formation. Et puis les gens parlaient de méthode tournebise, alors j'ai dit non, on va pas laisser ça. Méthode, c'est moche, parce que c'est pas une méthode. Et tournebise, le nom qui va avec, c'est encore moins sympa.
et je voulais que l'approche puisse exister indépendamment de mon nom, que d'autres puissent s'en emparer et la faire vivre. Et j'ai choisi de la baptiser maïeusthésie, de maïeutica, art d'accoucher, est sensibilité. C'est-à-dire que quand on accompagne quelqu'un, on est sensible au fait qu'il est en gestation de lui-même et qu'il va émerger au monde, et que ce qu'il ressent contribue à cette émergence. Mm. Et c'est l'art de faire l'accompagnement de ça. Et ça s'est structuré spontanément. On m'a demandé j'ai fait beaucoup de formations dans des hôpitaux, dans des administrations, surtout des hôpitaux. Et puis à un moment, on m'a demandé aussi de faire pour des particuliers, des praticiens qui sont indépendants. Et du coup, j'ai fait des formations pour des particuliers, c'est auquel tu as participé, qui existe depuis déjà pas mal d'années. Et puis ils ont voulu une suite, et puis une suite, une suite. C'est comme ça qu'arrivaient petit à petit tous les niveaux, la certification. Ça s'est structuré au fur et à mesure, spontanément, avec la demande des personnes. À aucun moment, je me suis dit, je vais faire une approche, un cursus, et je Mm. n'aurais pas été capable de structurer ça. Ça s'est presque pas auto-structuré, parce que j'y retroussais un peu les manches, mais je n'ai fait qu'au fur et à mesure avec ce qui apparaissait. Mm. Alors, une fois, tu nous avais confié en formation que ton expérience avec tes parents t'avait exposé à la souffrance de la mésentente et du divorce. Mhm. Hein, Ils sont séparés. Ils sont séparés, j'avais 7 ans. tu avais 7 ans, voilà. Euh, Mon père a eu la garde. Moi, je voulais plutôt être avec ma mère, donc je n'ai pas été sympa avec mon père parce que je voulais avec ma mère. Bon, leur histoire est compliquée. Moi, quand je les regarde, j'ai l'impression qu'effectivement, je ne sais pas s'ils auraient su vieillir ensemble parce qu'ils sont tellement différents. Mais bon, ils se sont quand même bien contrariés l'un l'autre, on va dire. Et puis, chacun a souvent éprouvé dire des trucs à propos de l'autre. Et peut-être une des blessures quand des parents se séparent, ce qui peut arriver, quand les parents se séparent, c'est quand les parents prennent l'enfant à témoin pour lui dire ton père ceci, ta mère cela, et devoir prendre parti pour l'autre. Un enfant a besoin de pouvoir en toute sécurité aimer ses deux parents sans contrarier l'autre. Mm. Donc, ça, c'est sans doute la chose la plus délicate. Mais voilà, mes parents m'ont légué des choses différentes, puisque mon père était plutôt dans le technique et côté ingénieur, et il m'a laissé une certaine rigueur, et ma mère était artiste, elle m'a laissé, comme je dis, un peu de folie créatrice, ce qui m'a permis de me promener un peu dans des choses innovantes. Mais c'est vrai que j'avais quand même plus, du côté de ma mère, des affinités sur la dimension artistique, et peut-être un peu spirituelle aussi, même si je suis en dehors des religions, tout en les respectant tous. Il y avait quelque chose de plus vivant de ce côté-là. Mm. Maintenant, le côté technique, on en a besoin aussi. Donc, j'ai beaucoup de respect pour tout. Je n'en veux aucun des deux. Ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient et c'est dû être très compliqué pour eux. Est-ce que tu penses que cette expérience t'a donné un enseignement sur le couple et t'a Non, servi pour ton propre non, je crois pas. Je couple? crois pas. Ben, je crois pas et peut-être ça m'en a donné à mon insu. Hein. Oui. En tout cas, pour répondre spontanément, je crois pas que ça m'en ait donné, puisque ma mère a eu un deuxième couple qui a fonctionné jusqu'au bout, mais qui n'a pas vraiment fonctionné. On perd un deuxième couple où ça a quand même fonctionné, mais je ne peux pas dire que j'ai eu un exemple de vie conjugale exceptionnelle du côté de mes parents, ni entre eux, ni avec leur nouveau conjoint. Et bon, bah je n'ai pas eu un modèle, quelque chose qui m'a soutenu. J'ai juste vécu, enfin, nous avons vécu notre couple, ma femme et moi, bah, comme je le sentais, comme elle le sentait. On n'a pas, Oui. et pour elle c'est pareil, elle n'a pas suivi un modèle. Ses parents sont pas séparés, mais c'était pas forcément simple, bah, comme dans bien des couples. C'est pas. Ouais. Ouais. On expliquera pourquoi. Il y a parfois des difficultés qui apparaissent, qui en font fuir certains, d'autres persistent, d'autres n'y arrivent pas, enfin bon, etc. Hmm. Ma question, ça aurait été plutôt devant la déchirure qui a concerné tes parents. Est-ce que, enfant, finalement, t'as peut-être décidé de ne jamais vivre ça ou décidé de tout faire Non, pour que ça j'ai ne rien t'arrive décidé. pas? Oui, je n'avais pas l'élan de le vivre, mais il s'est passé quelque chose de très curieux quand j'ai rencontré ma femme, qu'on s'est retrouvés, enfin, la jeune fille qu'elle était, parce qu'elle avait 17 ans quand même. J'étais pas beaucoup plus vieux, j'avais 20 ans, donc on était Oui. vraiment très jeunes tous les deux. Il m'est arrivé quelque chose qui m'a beaucoup surpris, la certitude que si on s'embrassait, on ne se quitterait jamais. Hmm. Je le savais et du coup, j'ai dit OK quand même. Il y en a que ça aurait pu inquiéter, moi ça ne m'a pas inquiété, ça me semblait juste, mais c'est vrai qu'il m'est pas apparu la question qu'on pourrait se séparer après.
Mm. Mais en même temps, c'est quelque chose qui aurait pu arriver, c'est quelque chose dont on n'est pas à l'abri. Enfin bon, mais voilà, c'était pas dans le panorama. Maintenant, je dis ça, c'est pas tellement original parce qu'il y a beaucoup de couples qui s'aiment beaucoup quand ils commencent et qui n'imaginent pas qu'ils vont se séparer un jour. Donc, je sais pas si ça vaut pas prédiction. Ça vaut pas prédiction. Et aujourd'hui, surtout pas forcément chez les très jeunes, hein, mais chez les personnes qui ont déjà eu beaucoup d'expériences de couple, qui ont Mm. accumulé des ruptures, etc., il y a beaucoup de gens qui démarrent en disant on verra bien. Mais Je... là, c'est pas pareil. Alors, tu sais, là, on peut déjà poser Mm. une différence majeure. On Mm. se rend compte en étant jeune. Alors, des fois, pour des jeunes, ça fait peur de s'engager pour un futur. Et du coup, ils y vont pas vraiment. Mm. Moi, ça m'a jamais gêné. Ça, j'imaginais pas que ma vie puisse être autrement que avec une compagne, un jour avoir des enfants, fonder une famille. Ça me semblait juste. Bon, c'est pas très original, c'est assez classique. En même temps, c'était un élan naturel qui était comme ça. Et il y a des personnes qui, avant de fonder cette famille, ont envie de vivre plein d'expériences, rencontrer plein de monde. Il faut faire le tour du monde, éventuellement des partenaires aussi. Bon, pourquoi pas, hein, c'est une option, et si quelqu'un y trouve son compte, il y a vraiment pas, c'est ni bien ni mal, c'est différent, mais c'était pas ma perception du tout. On démarrait, ça pouvait continuer, c'était juste comme ça, c'était pas inquiétant pour le futur, c'était plutôt bien, donc pas de souci par rapport à ça. En fait, c'est comme si ça pouvait pas être autrement, mais en même temps, quand je dis ça, je sais que pour d'autres, c'est aussi comme ça, et puis des fois, ça fonctionne pas quand même. Donc, c'est pas une marque de, Mm. c'est pas Ouais. une marque de certitude. Par contre, ce qui est la différence, c'est qu'il y a des personnes qui se mettent ensemble en se disant, on verra bien, même jeunes. Et ils osent pas, parce qu'ils osent pas s'engager, ils pensent qu'il faut qu'ils mènent une vie, ou qu'ils vivent des expériences, qu'ils fassent des voyages, ou je ne sais quoi. Enfin, pas forcément d'autres expériences de couple, mais Mm. qu'ils ont des trucs à faire avant Mm. de s'installer. Et Mm. ben non, pour moi, c'était un élément naturel de la vie. Il n'y avait aucune crainte. Et alors, pour des couples qui se rencontrent après, plus âgés, soit parce qu'ils sont séparés, soit parce qu'ils ont un veuvage, alors c'est encore autre chose, parce qu'il y a un autre type de blessure à gérer, là, on en parlera s'il le faut aussi. Mais s'engager avec quelqu'un, même à 30 ans, encore plus à 50 et à 60, n'en parlons pas, c'est s'engager avec quelqu'un qui a une vie, qui a une histoire, qui a une famille, qui a des habitudes, et qui, avec la meilleure des situations, même si les deux personnes s'aiment beaucoup, faire cohabiter tout ça, c'est un peu un défi quand même. Mm. Mais ça peut se faire, mais c'est quand même un défi, et c'est plus compliqué que quand on démarre et qu'on va tout construire ensemble. Et là aussi, il y a une histoire, il y a des tas de choses, et on va Mm. découvrir après coup, on en reparlera, des tas d'éléments dans le vécu quotidien. Mais c'est pas du tout la même configuration, un couple qui se découvre quand ils sont jeunes, quoi, quand ils sont jeunes hommes ou jeunes femmes, ou juste au sortir de l'adolescence, ou un couple qui se rencontre en maturité, avec une expérience de vie, d'autres expériences de couple, ne serait-ce qu'une autre expérience de couple. On n'imagine pas toutes les habitudes qu'on prend quand on vit, soit avec quelqu'un, soit tout seul. Et après, être avec quelqu'un, Mm. c'est Ça faut nécessite ajuster beaucoup de choses. voilà, voilà. Faut créer de nouvelles habitudes ensemble. Ça peut se faire, ça peut se faire, ça se fait, il y en a qui le font, hein. Mais c'est pas anodin quand même. C'est pas C'est anodin. pas anodin, tout à fait. Et puis, c'est dire que quelqu'un qui rencontre une personne plus tard, non seulement il y a une histoire, il y a d'autres histoires de couple qu'il y a eu avant, en général, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Et puis il y a des enfants, et puis enfin, il y a tout un environnement familial, si on aime la personne qu'on est censé accueillir. Mais c'est pas toujours facile non plus, ça. Donc, ça peut être magnifique, et ça peut être délicat, ou ça peut même être très difficile. C'est selon. J'ai été formée à la thérapie de couple et la théorie qu'on trouve dans la médiation familiale, dans les thérapies de médiation familiale, c'est que le couple en général connaît trois phases, ou parfois seulement deux. La première, c'est la phase de fusion, qui est un peu compréhensible puisqu'on démarre un couple sur des sentiments amoureux et forcément dans cette période-là, on va fusionner avec l'autre puisqu'on ne le connaît pas bien, donc on se différencie pas toujours de l'autre, on a tendance à projeter sur l'autre son idéal, ses attentes, sa vision et vice-versa. Et cette période de fusion, selon chaque couple, peut être très variable.
Elle peut durer quelques heures, quelques semaines, quelques mois, quelques années, voire même de très nombreuses années. Et toujours dans cette approche, on dit que la deuxième phase du couple, c'est un peu une lutte de pouvoir, c'est-à-dire qu'on va se définir dans nos différences. Et effectivement, parfois, il y a la notion de territorialité, la notion de non, je ne suis pas comme toi, tu dois m'accepter comme je suis, dans mes différences, etc. Et parfois des tensions, des affrontements. Et la troisième phase du couple dans cette approche, c'est une phase que tous les couples n'arrivent pas forcément à développer. C'est une phase qu'on appelle le 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que le couple arrive à créer un espace d'intimité, de créativité, de renouvellement, tout en sachant que chaque membre du couple arrive à se ressourcer séparément et à continuer à grandir séparément. C'est-à-dire que le couple n'est pas dans la fusion où 1 plus 1 égale 1. Il n'est pas non plus dans cette notion de cohabiter et de faire attention à se faire respecter en permanence, qui est le 1 plus 1 égale 2. Il est passé à cette phase où justement il arrive à transcender tout ce qui peut heurter l'autre, quoi, hein. Voilà. Oui, je vois bien ces trois phases, mais par contre, ce qui est intéressant, quand on voit qu'il y a trois phases, c'est de voir pourquoi c'est comme ça, de quoi s'agit-il, comment il fonctionne, parce que dire fusion, pouvoir, alors la fusion, c'est souvent le truc un peu, comment dire, un peu immature, où chacun croit qu'il est l'autre et tout. On verra que c'est autre chose. Mais à mon sens, il y a d'autres choses qui se jouent là. Les luttes de pouvoir, elles peuvent tout à fait exister, chacun revendiquant d'être lui-même, mais on verra aussi qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Et le fait de créer un espace de couple, on est vraiment ensemble avec nos différences, on en fait quelque chose d'autre. Ben oui, mais le fait d'énoncer ces trois phases comme ça euh, occulte un petit peu le fait que ce qu'on appelle la fusion, c'est un peu l'état amoureux, où chacun a profondément besoin de l'autre, et que le besoin de l'autre fait qu'on l'idéalise, on le voit comme on a envie de le voir, et comme l'autre a envie de nous plaire, il se montre comme on a envie de le voir, et réciproquement. Donc, on a deux personnes invisibles qui sont tous les deux aveugles, et ils ne se rencontrent pas vraiment, mais ça leur permet de se côtoyer sans se faire trop de mal. Ouais. Et c'est d'autant plus judicieux qu'ils ont fait un casting assez particulier en se rencontrant. Ils ont choisi l'autre à leur insu avec tous les travers qui allaient les agacer plus tard, qui arrivent dans la deuxième lutte, la lutte de pouvoir. Et c'est là où on commence à entendre, oui, on arrête d'avoir l'air de ce que l'autre attend, on ose être qui on est, et l'autre il dit, j'aurais pas cru que tu serais comme ça, puis t'es pas mon père, t'es pas ma mère, et tu fais chier. Bon, et ça commence à se fruiter parce que chacun revendique d'exister un peu. Et ils se découvrent, et quand ils se découvrent, si on comprend bien que le travers de l'autre est quelque chose qui est dédié à nous éclairer nous-mêmes, et réciproquement, on peut en faire quelque chose de magnifique. Si on le prend au premier degré, c'est vécu comme une attaque, comme un handicap, comme une raison de se séparer, ça crée de la violence, au moins verbale, parfois malheureusement, dans certains couples en plus physique, et là les gens partent en courant. Et c'est peut-être là, c'est là où c'est dommage qu'il y ait des séparations s'il y a des enjeux de pertinence. Un couple, même qui doit se séparer, parce que ça peut être juste aussi de se séparer, devrait jamais se séparer sans prendre la mesure de en quoi l'autre avec qui il était a contribué à ce qu'il peut devenir aujourd'hui. Et on est censé arriver à un point où on a une gratitude envers l'autre et ce qui nous a permis, ce qui n'est pas facile tout seul, parce que c'est plus facile d'être dans la colère, le reproche, etc. Parce que c'est pas très facile de considérer que l'autre, quand il a un travers, éclaire quelque chose chez nous. C'est pas parce qu'il marche pas bien, c'est que le fait qu'il fasse comme ci ou comme ça lui appartient. Mais le fait que ça nous agace, c'est qu'on a quelque chose à regarder chez nous. Et généralement, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens en même temps. Donc, et c'est ce qui fait, si cette phase se fait bien, et comme on a appris à se côtoyer grâce à la période de fascination, la période amoureuse, la période de besoin de l'autre, on peut éventuellement oser se supporter avec cette différence, même si ça se frite un petit peu, et on va rester et on va commencer à comprendre, à regarder, revisiter son histoire, son enfance, ses propres parents ou d'autres choses qui nous habitent et qui sont importantes pour soi, et devenir qui on a à être aussi. Et là, dans la mesure où chacun contribue à ça pour l'autre, eh bien, ça permet d'arriver à cette dernière phase où on n'est pas en fusion, on n'est pas en conflit, et on comprend vraiment que les deux s'ajustent chacun pour augmenter la dimension de l'autre, et ensemble pour créer quelque chose de plus.
Et je préfère le voir comme ça que simplement comme les trois phases décrites classiquement, fusion, lutte et 1 plus 1 égale 3. Ce qui n'est pas faux, mais qui ne nous éclaire pas suffisamment. Oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce casting Ah, inconscient? ce casting, ce casting. Je vais donner des exemples dont je m'excuse par avance qu'ils soient un peu caricaturaux. Mais par exemple, une personne qui a eu un parent, on va imaginer une femme, qui a eu un père qui était violent alcoolique. C'était insupportable pour elle, enfant, insupportable pour sa mère. Bon, elle a fait sa vie, elle a réussi, ils ont traversé. Il n'y a pas eu des clashs, il peut y avoir des clashs aussi abominables, mais ça a été vraiment insupportable. Et quand cette personne fait sa vie, elle se met avec quelqu'un dont elle ne soupçonne pas le moindre travers, mais qui se révèle être quelqu'un qui est addict à l'alcool et qui est violent. Hmm. Alors, pas de chance. On a déjà vécu ça étant jeune, ça recommence. Donc, elle va essayer de comprendre comment ne pas reproduire cette chose. Donc, elle quitte éventuellement cette personne, si elle peut, parce que c'est pas toujours facile. Et elle risque de retrouver encore quelqu'un qui est alcoolique et violent, parce que inconsciemment, il y a quelque chose, il y a une antenne de détection du travers pour aller vers cette personne-là. Mais évidemment, l'état amoureux et l'état de besoin fait qu'on ne le voit pas. Si on le voyait, on n'irait pas. Hmm. C'est inconscient. Alors, en quoi ça pourrait être juste de rencontrer quelqu'un qui a le même travers que son père, dans l'exemple que je viens de donner? Ben, c'est que ce père que la personne n'a pas franchement aimé, parfois détesté, ça amène un inconvénient, c'est que ça l'ampute d'une racine, parce que les parents, c'est des racines, on a besoin de nos racines. Et pour pas être amputé des racines, à défaut de pouvoir aimer son père, elle aime quelqu'un qui lui ressemble. Hmm. Ça ne veut pas dire qu'elle cherche un père chez ce conjoint, ça c'est la psycho de balle, ça. C'est pas ça, c'est que en aimant quelqu'un qui lui ressemble, elle apprend à aimer le père. Et si elle arrive à aimer le père, elle n'aura plus besoin de quelqu'un qui est comme ça. Et Hmm. ce quelqu'un, soit le quittera, elle rencontrera quelqu'un d'autre, soit il pourra vraiment devenir qui il est, ne pas rester comme ça. Parce qu'il peut même se faire des fois où le casting n'a pas permis de trouver la personne qui avait le travers, mais on va se comporter avec lui de telle façon qu'il va l'acquérir. Hmm. Ça, Parce c'est qu'on a terrible. absolument besoin qu'il l'ait. Cette Euh, personne, si elle a un conjoint qui fait une cure des intoxications qui fonctionne, ça sera très compliqué pour elle de l'accompagner clairement, parce que si elle a besoin qu'il boive, dès qu'il ne boit plus, ça crée une inquiétude. En hmm. même temps qu'elle souhaite qu'il ne boive plus. Et c'est très compliqué parce qu'il y a des choses qui sont dans notre raison intellectuelle très logiques. Il faut qu'il arrête pour sa santé, pour notre équilibre, pour tout. Il y a quelque chose de viscéral qui fait, oh, mais s'il arrête, je me sens en danger parce que j'ai trop besoin de me rapprocher de mon père, et si lui, il est différent de mon père, je vais louper ma mission, entre guillemets, de restauration des racines. Et Hmm. donc, je vais avoir les mots maladroits qui vont l'amener à continuer, à rechuter. Alors, j'ai pris l'exemple d'une femme avec un mari, mais ça peut être l'exemple d'un homme avec une femme, et ça peut être l'exemple de deux femmes, comme l'exemple de deux hommes qui sont en couple homosexuel, qui vont, à travers l'autre, essayer de restaurer quelque chose, soit de leur enfance, soit de l'histoire parentale, soit grand-parentale, du transgénérationnel. On sait, il y a aussi des zones transpersonnelles qui jouent parfois, qui ne sont pas forcément dans la lignée. Euh, et alors, ce casting, ben, on est attiré par des personnes à notre insu, on ne s'en rend pas compte. Par contre, la fascination qu'on a et l'état amoureux et l'état de besoin dans lequel on est nous rend totalement aveugles à ces travers. Hmm. Alors on dit l'amour rend aveugle, j'aimerais quand même dénoncer ça, l'amour ne rend pas aveugle, dans l'amour on est lucide, c'est l'état amoureux qui rend aveugle. Et dans Oui. l'état amoureux, on n'est pas en état d'amour, dans l'état amoureux, c'est de l'amour potentiel, mais dans l'état amoureux, on est juste dans le besoin. Quand on arrive au niveau d'amour, c'est si on a bien passé la deuxième phase. Hmm. Et Hmm. dans l'état d'amour, là, bah, la différence de l'autre est une bénédiction et non pas un problème. Hmm. Est-ce que tu peux justement définir la différence entre l'amour, l'état d'amour et l'état amoureux? L'état amoureux, bah, comme je disais, c'est un état de besoin. Hmm. Alors, l'état de besoin, bon, il y a bien sûr le besoin physique, le besoin sexuel qui va jouer. Freud en a assez parlé, mais il y a évidemment un besoin physique qui joue. On est attiré par quelqu'un qui nous plaît, comme il est, comme elle est, ça nous convient. Mais aussi le besoin de communication, le besoin de présence, le besoin d'activité, le besoin de partage. Euh, on peut avoir des points communs, des choses qui... il y a des tas de besoins humains, le besoin de reconnaissance, le besoin de compétences. Avec l'autre, on peut mettre en œuvre des choses qu'on sait faire et ça nous fait du bien. Enfin, il y a plein de besoins qui vont être satisfaits
grâce à l'autre, mais c'est plutôt un état de besoin, cet état amoureux. Alors on pense souvent dans l'état amoureux aux besoins physiques et sexuels, bah, qui jouent évidemment de façon importante, mais il n'est pas le seul, loin de là. Et cet état de besoin rend complètement aveugle à quelque chose qui est d'un autre niveau, quelque chose qui est une quête d'accomplissement de soi grâce à la rencontre de l'autre, et réciproquement, chacun s'accomplit grâce à l'autre. Mhm, mhm. Et c'est vrai que pour s'aimer vraiment, c'est pas mal si les deux ils existent vraiment. Parce qu'au départ, exister, c'est vrai que le point de départ est particulier dans la vie sociale. Nous avons appris, pour nous en sortir, j'aime bien quand Freud définit l'ego, il dit l'ego, il faut que vous compreniez que c'est un peu comme une hydre. L'hydre, c'est cet être unicellulaire qui a des pseudopodes urticants grâce auxquels il attrape des proies et il chasse les prédateurs. Quelle Bon, image! ben, au moins la chose est dite, c'est bien. Je trouve ça amusant cette Ouais. analogie parce que il y a l'être qui quelque part est dans la délicatesse, il y a le personnage social qui prend, l'ego, qui va lui permettre, grâce à cette stratégie sociale, de s'en sortir. Alors dans sa vie professionnelle, dans sa vie conjugale, dans sa vie parentale, dans sa vie sociale en général. Et on s'aperçoit quand on regarde la vie sociale d'un être humain et quand on se regarde soi-même qu'on a tous pris des rôles, des travers, des habitudes. On joue un peu ceci, on joue un peu cela. Même quand on a l'impression d'être authentique, on ne l'est pas vraiment. On a l'air un peu de ceci ou un peu de cela qu'on a appris à être et qui a l'air de donner le change ou de faire le job, quoi. Et quand on voit ce ballet de théâtre, en quelque sorte, ça fait un peu triste parce que les êtres méritent d'être rencontrés. On ne les voit pas beaucoup, quoi. Ils sont souvent derrière ces rôles comme si au lieu d'être vraiment, ils étaient ils sont en représentation. Nous sommes, je dis ils sont, c'est pas les autres, c'est chacun de nous, j'en fais partie. Hein. Quand on est dans la vie sociale, on est toujours au moins un peu, voire beaucoup, en représentation, parce qu'on a adopté quelque chose qui fonctionne à l'endroit où on est. Mhm. Et peut-être, il y a des individus qui arrivent à faire autrement. Alors, il y a ceux qui ont fait un ego extrêmement brillant et qui est fascinant pour les autres. Et puis, il y a ceux qui sont différents, qui ont une forme de charisme et qui jouent rien et qui sont juste qui ils sont. Et ça, c'est assez touchant aussi, mais c'est assez rare. Simplement oser être sans avoir l'air et sans jouer. Mais quand on en a un peu conscience, c'est curieux de voir comme tout être a une magnifique dimension humaine en lui, et en fait, il se perd dans un jeu de théâtre social euh, qui l'éloigne de sa nature profonde. Alors l'idée, justement, quand il y a le couple, cette zone d'intimité pourrait être un endroit où on ose être qui on est, une fois qu'on a passé un certain nombre de barrières, parce qu'il y a les jeux de séduction pour se plaire, mais quand on veut avoir l'air de ce que l'autre attend et qu'on idéalise l'autre, ben, il y a un aveugle il y a un aveugle qui est en face de quelqu'un qui est invisible, et donc ensemble, ils essaient de se rencontrer, mais c'est compliqué. Ça se fait petit à petit, et puis quand ça se fait, ben voilà, normalement, c'est magnifique, ils vont se déployer tous les deux, mais des fois, ils se font peur et puis ils partent en courant. J'aurais pas cru que tu étais comme ça. Mhm. Ouais. Ben si, justement. Et si on se pose comme, face à ça comme une opportunité de déploiement de chacun, imaginons qu'il y en a un qui dise, oui, mais t'es pas mon père. Oui, c'est vrai, je suis pas ton père. Et pour toi, c'était comment avec ton père? C'était insupportable. Et qu'il soit juste capable de dire, t'as souffert avec ton père. C'était Mhm. dur et qu'il le reconnaisse. Le simple fait d'être reconnu à cet endroit-là, déjà, ça peut faire un peu de bien. Mhm. Plutôt que de se défendre en disant, mais non, mais évidemment que je suis pas ton père. Qu'est-ce que tu me racontes là? Ben non, ça colle pas, ça. Mais Et généralement, ça monte en puissance, et puis dans l'autre sens, et réciproquement. Alors, au départ, ben, cet état amoureux, c'est un état où on est assez aveugle, tout un tas de besoins qui viennent nous troubler et qui font qu'on est sûr que là, ça va être magnifique. Et on n'a pas tort, quelque part. Mais on ne sait pas comment ça va être magnifique. Ce qui va être magnifique, c'est que ça va nous réveiller là où on a besoin d'être conscient. Et à un moment, ben, selon les endroits où on a besoin d'être conscient, ça peut contrarier un petit peu. Et c'est pas encore l'état d'amour, mais c'est une sorte d'état de pré-amour où on commence à accéder à soi grâce à l'autre. Et quand les deux se mettent à exister, là, on peut arriver après un état d'amour. L'état d'amour, c'est quand chacun est conscient de l'autre et de lui-même. Mhm. Totalement, ça n'existe probablement jamais, mais beaucoup plus ou suffisamment. Mhm. Est-ce que pour toi, c'est possible d'être en état d'amour directement sans passer par l'état amoureux? Je ne sais pas. Alors, je n'aime pas dire oui, non, c'est pas possible, je sais tout, j'en sais rien en fait. J'ai l'intuition quand même que nous n'avons pas assez de sagesse pour faire une rencontre directe en état d'amour. Mhm.
Je crois qu'au départ, on a surtout une intuition d'amour, mais avant que ce soit opérationnel, on passe par un état de besoin qui nous cimente, pas qui nous cimente, qui nous attache. Mhm. Et grâce à cet attachement, plus tard, quand on va se réveiller, on ne va pas se quitter. Et comme on ne se quitte pas, ben, on va essayer d'accéder à ce qui est réveillé chez nous. On va mieux rencontrer ce qu'il y a chez l'autre. Et enfin, on va pouvoir être ensemble pour de vrai ce coup-là. Mhm. C'est plus ou moins long le processus, et peut-être ça dure toute la vie aussi, euh, Mhm. et avec différentes phases, qui ne sont pas dans ces trois phases-là, du coup. C'est long la maturation. Mhm. J'avais un formateur qui se plaisait à dire souvent, il trouvait que c'était particulièrement vrai pour les femmes, qu'au départ, les femmes tombent amoureuses du potentiel d'un homme plus que de l'homme lui-même. Comme si elles Oui. voyaient, elles avaient l'intuition de ce que cet homme pourrait vraiment devenir dans son excellence. Ah oui, oui, ça me fait penser au film Salmôme. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce film, il date un peu maintenant, avec Bruce Willis. C'est Andrew Wells qui a fait le scénario. Et c'est un homme qui est formateur en communication, qui est assez imbu de lui-même, qui est insupportable, qui méprise les gens, il les maltraite pratiquement. Enfin, et qui est amoureux d'une femme, ou plutôt une femme est amoureuse de lui, parce que lui s'en fout. Il est avec elle tellement imbuvable qu'on se demande comment elle fait pour être avec lui, mais bon, ils sont ensemble. Et il arrive que cet homme, dans son séjour, voit un jour un gamin, alors qu'il y a des alarmes partout, il est protégé, il vit tout seul, il n'y a pas des fosses à crocodile, mais tout juste autour de sa maison. Et ce gamin, ben, il se révèle que c'est lui quand il était petit, qu'il se retrouve chez lui. Et c'est vraiment lui, parce qu'il sait des choses que personne ne sait, il a des cicatrices au même endroit, enfin bon, alors, toute une histoire, comment ils vont faire pour cohabiter, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, ni l'un ni l'autre. Et ce qui est amusant, quand sa compagne découvre, parce qu'il ne veut pas le révéler, c'est compliqué, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, enfin, ils se cherchent. Et la compagne, à un moment, sa copine, finit par le découvrir, alors après un petit malaise, parce que ça paraît tellement invraisemblable qu'elle a du mal à s'en remettre. Puis elle le regarde et dit, mais quand même, t'es pas mal. Alors, quand elle lui dit, t'es pas mal, on voit qu'il commence à se la péter parce qu'il a beaucoup d'ego. Et il le regarde et dit, non, là, elle montre le petit, là, t'es pas mal. Gamin, quand elle le voit gamin, elle voit tout le potentiel qu'il a, elle comprend pourquoi elle est amoureuse de lui, alors que l'homme qu'il est devenu, c'est à chier, vraiment, c'est insupportable. Et il va devenir correct, mais après qu'il ait fait le chemin et qu'il ait restauré l'histoire de cet enfant qu'il était. C'est Ah beau, bon, c'est un film. c'est un film magnifique que j'ai. Alors bon, je l'ai revu il y a quelques temps, je l'avais vu beaucoup à une époque, je l'aimais bien, maintenant ça date un peu, je trouve. Mais je sais que quand il est sorti, j'ai une patiente qui m'a envoyé un courrier en me disant, mais il y a ce film qui vient de sortir, est-ce que ça ne parlerait pas de votre approche? Ouais, c'est pas faux, c'est bien foutu, c'est bien foutu. Et le moment où il retrouve l'enfant qu'il était et il l'accompagne dans son ressenti, alors je ne dis pas l'histoire pour ceux qui veulent la découvrir, mais c'est vraiment, Oui. c'est un moment très touchant, c'est un moment très touchant et très juste. Bon, après, il faut être bon public pour un tas d'autres choses, mais c'est un film avec de l'humour néanmoins, pas un film dans la gravité. Oui, oui, oui. C'est explorer cette ligne du temps où en fait on peut aller parler à l'être que nous avons été à tel moment, mais aussi l'être que nous deviendrons, que nous serons. Alors, l'être que nous deviendrons. Alors, il y a un petit bonus quand même dans ce film, et je vais m'autoriser à dire la fin, ça gâche pas le film, hein. Mais parce qu'à la fin, il y a un petit clin d'œil, disons que lui a été interpellé par le gamin et par un avion qui était un jouet qu'ils avaient quand ils étaient petits, un avion rouge. Et puis, il voulait être aviateur. Et le gamin, quand il voit qu'il n'est pas devenu aviateur, il dit, je vais avoir un avenir de merde, quoi. Il est très en colère. Et quand ils ont réussi à se retrouver, ils sont à côté d'un aéroport et ils voient un monsieur avec un chien. Il voulait avoir un chien aussi. Et l'autre, il n'avait pas de chien, bien sûr. Et il est avec une femme, et c'est la copine. Et ils sont restés, ils sont ensemble. Et ils ont le chien. Et il est aviateur. Et il est délicat. Et en fait, c'est lui à 70 ans Ouais. qui regarde celui de 40, à qui il a permis de rencontrer celui de 7-8 ans. Et il les regarde tous les deux en leur disant, c'était pas mal le coup de l'avion, hein. Mais la fin, ça va tellement vite, je crois que j'ai dû le voir au moins 3 fois avant de comprendre la fin. C'est pour ça que je Ah m'autorise à le oui, dire. c'est dommage, oui. Mais oui, parce que c'est euh, c'est un clin d'œil sur le fait que c'est comme si celui qu'on était en devenir avait un rôle dans notre vie présente. C'est ça, ouais. C'est plus un endroit à rejoindre qu'un endroit à fabriquer, notre avenir.
c'est ça. Et ça Ouais. joue Il sur est notre déjà là. C'est présent. un endroit qui est déjà là, en fait. Oui. Alors, on va l'appeler comme on veut, parce que sinon, ça fait un peu mystique, ça peut faire un peu bizarre. Euh, mais il n'est pas rare qu'on puisse mettre l'attention sur ce qu'on sera plus tard comme ressource pour faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Mhm. Ça joue un peu dans la thérapie aussi, ça peut jouer ça. Mhm. C'est ça. Mhm. Mais ce film est pas mal. Bon, malheureusement, ça date un peu. Il faudrait qu'il refasse quelque chose du même genre avec des versions modernes. Mais Mhm. c'est incroyable que quelqu'un ait l'idée d'un scénario pareil. Par contre, je trouve ça, Mhm. c'est Ouais. très, très judicieux. Pour revenir sur la notion du couple, j'ai entendu beaucoup de formateurs s'exprimer sur ce que eux appellent la compatibilité amoureuse ou la compatibilité entre deux êtres. C'est-à-dire qu'on peut s'aimer, l'amour entre deux êtres peut être très très fort, mais l'entente au quotidien très difficile, la cohabitation très difficile. Mhm. Alors, on peut dire que la compatibilité, j'allais dire la comptabilité, mais bon, c'est pareil. Faut faire des comptes. La compatibilité est difficile, mais quand elle est difficile, c'est lié à une sorte de casting initial qui a choisi l'autre en fonction de ce qu'on a besoin de regarder chez soi. Mhm. Donc, on est incompatible, mais parfaitement ajusté par rapport à ce que chacun a besoin de voir. Mhm. Parce que j'ai cité le cas d'un des deux qui rencontre quelqu'un d'alcoolique et violent pour apprendre à aimer le père, mais en même temps, l'autre qui devient alcoolique et violent peut se mettre à boire lui-même pour retrouver un père qu'il a jugé parce qu'il faisait ça, et en le faisant lui-même, eh bien, il s'en rapproche. Mhm. Donc, il y a quelque chose qui joue des deux côtés en même temps. Mhm. Euh, c'est et lui reprochant et aimant quelqu'un qui lui reproche d'être comme ça, c'est comme s'il aimait l'enfant qu'il était qui a reproché au père d'être alcoolique. Mhm. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est jamais un des deux côtés. Moi, j'ai bien aimé, parlant du couple, alors c'est plus sur la sexualité, Master et Johnson, qui passe souvent pour des gens qui ont surtout étudié, bon, ils ont étudié la sexualité en laboratoire, ils ont tout mesuré, tout regardé, tout chronométré, enfin bon, c'est très laborieux. Et c'est très méritant dans une époque puritaine et compliquée d'avoir. Puis ils disent bien, ça reflète pas ce que vivent les gens dans l'intimité, mais au moins, ça, on le sait, plutôt que rien, c'est toujours ça. Donc je trouve que c'était à la fois très, très modeste et très pertinent. Mais ce que je remarque surtout, c'est que, un, ils ont choisi de rencontrer les couples à deux praticiens, un homme et une femme, afin qu'aucun des deux membres du couple n'ait le sentiment qu'il y en a un qui prend parti avec l'autre contre lui. Mhm. Déjà, ça, c'est remarquable. Mhm. Ensuite, ils sont partis du principe que quand il y a une difficulté dans un couple, quelle qu'elle soit, c'est pas la difficulté de la personne qui porte le symptôme, c'est la difficulté du couple parce que ça concerne les deux. Et que le chemin va s'accomplir, non pas parce qu'on cherche à résoudre un problème, mais parce qu'on accompagne quelque chose qui se passe au niveau des deux. Ils ne voient pas ça comme un problème à résoudre, mais comme l'accompagnement de ce qu'on devrait entendre et de deux personnes qui sont censées s'entendre vraiment entre elles. Et il n'y en a aucun des deux qui est stigmatisé pour quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant dans leur thérapie qui durait 2 semaines, c'est que 2 semaines en continu, les gens faisaient un séjour thérapeutique, hein, où ils se découvraient avec des protocoles que je décris dans un article que j'ai écrit là-dessus. J'ai vraiment eu envie de faire connaître parce que c'est rare d'avoir une posture où on stigmatise personne, où on va vers la justesse. Et ils disent, ben, on avait 20% d'échecs. Après avoir revu les ans, 5 ans après la cure, quand même. Mhm. On a 20% d'échecs, mais 20% d'échecs, ça veut dire 80% de réussite, et jamais ils énoncent 80% de réussite. Mhm. Et où est-ce qu'en psy, on peut prétendre avoir 80% de réussite? Si on Ouais. regarde bien, c'est vraiment un domaine qui est en pleine recherche, où tout le monde fait pour le mieux. Et nous, en myosthésie, on a pas mal de résultats. Est-ce qu'on a 80%? Peut-être, on s'en rapproche aussi. Mais c'est un domaine qui n'est pas si simple. Moi, ce que je note, c'est qu'ils ne cherchent pas à résoudre le problème de la personne qui a l'air d'en avoir un. Ils s'occupent des deux qui vont se rencontrer. Mhm. C'est ça. Ils vont se rencontrer verbalement, ils vont se rencontrer sensoriellement, ils vont se rencontrer sensuellement. Il y a tout l'ensemble que ces deux êtres se trouvent. Et en fait, le symptôme qui apparaît chez l'un, c'est la difficulté qu'ont les deux. Mais ce n'est pas en stigmatisant une des deux personnes. Je trouve des praticiens qui ont cette démarche-là, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Comment fais-tu quand tu reçois un couple? Et voilà, tu les reçois en même temps, Voilà. Bon, déjà, il faut 2 chaises. Bon,
Le fauteuil plus exactement, parce que j'aime bien que les gens soient bien installés. C'est pour dire une bêtise. Mais la difficulté qu'il y a, c'est qu'on doit être attentif aux deux en même temps. Alors on y arrive plus ou moins bien en tant que praticien. Moi, j'ai pas pris le parti de recevoir à deux. À un D'accord. moment, avec ma femme, on avait pensé peut-être accompagner des couples comme ça, mais bon, ça c'était pas pertinent parce que c'est pas son truc d'être dans la consultation. Et puis bon, voilà, on n'a pas fait. Donc je reçois les deux. Évidemment, on est censé n'avoir de prise de parti envers personne. On est censé regarder ce qui émerge comme étant une pertinence dont on ne voit pas le sens immédiatement, mais on est confiant dans le fait qu'il y a un sens, même si on ne sait pas pour qui ou pourquoi. Et puis on va accompagner un, et puis si on voit qu'il y a l'autre qui est affecté pendant qu'on accompagne un, ben on va s'occuper de l'autre. Mhm. Et on s'occupe de l'autre pareillement, et si à un moment on voit que le premier est affecté quand on accompagne l'autre, eh bien on revient au premier. Donc ça demande une vigilance, une attention et une capacité de sauter de l'un à l'autre sans oublier ce qui s'est passé pour y revenir. Mhm. Bon, ben, on peut faire ça. J'imagine que c'est des séances quand même assez longues par rapport à... Alors moi, mes séances, c'est 2 heures. Moi, je reçois les gens sur 2 heures. De toute façon, en 2 heures, Et on un a du couple temps. aussi. Voilà. Un couple aussi. Ouais, c'est pas 4 heures, un couple, c'est 2 heures. Et puis, je prends le tarif d'une consultation, ils n'ont pas deux consultations parce qu'ils sont deux. Bien. Et Mhm. ce qui est touchant quand on reçoit un couple, quand le couple a envie d'être reçu ensemble, c'est que ce couple, il, quand le conjoint vit un truc intérieurement, qui fait une rencontre avec celui qu'il était ou un membre de sa famille, et il y a beaucoup d'émotions dans ces moments-là, dans ces rencontres, eh bien, celui qui est à côté le vit avec. Mhm. Et ça n'a rien à voir avec le fait de le raconter après, dans le cas où il a envie de lui en parler. Euh, c'est extrêmement intime, ce moment de rencontre avec soi-même, et le fait que l'autre soit présent à ce moment-là, ça ajoute quelque chose d'important. Ça ne fait pas forcément tout, hein, mais c'est vraiment un bonus. C'est vraiment un bonus majeur. Donc chacun des deux rencontre l'autre dans une dimension où ils n'ont jamais l'habitude de partager. C'est même une dimension où ils ont souvent même pas l'habitude de regarder eux-mêmes, pour eux-mêmes. Mhm. Et le fait qu'ils se rencontrent dans cette zone d'intimité existentielle, ça crée quelque chose de plus. Mhm. Alors là, pour répondre sur la compatibilité, il se peut qu'au bout du processus, les personnes décident de ne pas rester ensemble, mais il faudrait au moins qu'ils arrivent à voir ce que ça a permis d'accomplir, d'être ensemble pendant tout ce temps qui s'est passé. C'est un minimum incontournable. C'est ça. Oui. Alors une fois que c'est fait, ça, soit ils se mettent tous les deux à être différents et ils peuvent être ensemble, soit ils sont résolument différents, ils ne peuvent pas rester ensemble, ils vont mener chacun leur vie, mais ce qui devait s'accomplir en étant ensemble, c'est fait, et ça mérite d'être honoré. Ça. On ne peut pas simplement dire on s'en va avec du mépris. Mhm. Parce que si on s'en va avec du mépris, c'est comme si on insultait celui qu'on était d'avoir été assez stupide pour se mettre avec une personne pareille. En méprisant l'autre, on se méprise soi-même. Et c'est important d'honorer cet autre en même temps qu'on s'honore soi-même. Ça fait partie de sa vie. J'aime beaucoup ce que disait un philosophe, Sénèque, donc ça date un peu, que la vie n'est pas longue du fait de sa durée, de son nombre d'années. La vie est longue du fait qu'on n'en a rien retranché. Mhm. Et je trouve que dire ça à son époque, c'est déjà quelque chose d'assez incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, un être est en paix dans la mesure où il est entier. Et sa vie est longue parce qu'elle est entière, non pas parce qu'elle a duré longtemps. Et c'est vrai que souvent, nous essayons de passer le temps. Et Sénèque disait que ceux qui pensent à se bronzer, à jouer aux échecs, à l'époque, ils se bronzaient, apparemment aussi. Celui qui passe sa journée à se bronzer, à jouer aux échecs, finira sa vie à peine plus mature qu'un enfant qui vit au monde. C'est comme s'il avait vécu sa vie sans la vivre. Sans la vivre, c'est ça. Donc, Mhm. à cette époque, il avait une sérieuse idée d'une bonne psychothérapie quelque part. Ça pouvait être quoi? C'est ça, c'est faire que sa vie soit une entièreté, qu'il n'y ait pas de vide, de trou, et que tout ce qui a existé soit à sa place, pleinement reconnu. Donc, une sacrée présence à soi, en fait. Hein. Présence à soi, présence à l'autre. Je me souviens d'une patiente un jour qui m'a dit, oui, mais dans le couple, c'est intéressant d'être curieux de l'autre. Et je sais que le mot curieux, j'aime pas trop, parce que curieux, c'est un peu s'immiscer. Mhm. Ouais, mais elle me dit, mais curieux, ça vient de cure, qui Mhm. veut dire soin. Tout à Et fait. c'est vrai, ça m'a pas mal réconcilié avec le mot curieux, et ça m'a fait penser que ce que je disais déjà pourtant, c'est que le problème avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, avec qui on vit depuis pas mal d'années, euh, le souci, c'est qu'on croit tellement le connaître qu'on l'écoute plus du tout. Quand il dit 3 mots, on connaît la suite, donc on n'écoute pas la suite, et on répond par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais pas par rapport à ce que l'autre cherche à dire. Et on devrait toujours, quand on aime quelqu'un, même si on le connaît beaucoup, quand il prononce quelque chose,
s'arrêter, lui dire, mais qu'est-ce que tu cherches à me dire? Être curieux de ce que l'autre cherche à dire et lui donner un espace où ce qu'il cherche à dire puisse enfin être exprimé. Est-ce qu'on saura quoi en faire? On n'en sait rien. Mais au moins donner un endroit où ça peut être exprimé. Et cet état où on est curieux de l'autre, voire émerveillé que l'autre se révèle, bah, c'est un endroit assez exceptionnel. Quand on peut faire ça, c'est pas mal. Donc ça fait partie d'un équilibre qui pourrait être favorisé entre des personnes. Maintenant, être curieux de l'autre et oser partager des choses aussi intimes, et déjà en avoir conscience, oser les dire, et l'autre en être demandeur et savoir les entendre, c'est juste une révolution par rapport à nos habitudes culturelles. Tout à Chacun fait. est fort, vit dans son coin, dit rien, de fait bonne figure, on donne le change, bon, etc., quoi. Oui, oui, c'est ça. Ben, disons qu'il faut déjà avoir cette écoute pour soi-même. Pouvoir l'avoir pour l'autre, ça sous-entend qu'on l'a pour soi déjà. Il faut l'avoir un peu pour soi aussi. Mais bon, ça ne suffit pas, il faut aussi Ça l'avoir ne pour suffit l'autre. pas, tout Mais à c'est fait. vrai que l'avoir pour l'autre si on ne l'a pas pour soi, c'est peut-être un peu difficile. Euh, Ben, c'est-à-dire que si on joue à cache-cache avec soi-même, c'est compliqué mm, d'écouter réellement l'autre parce que mm. l'autre nous révèle à nous. Donc, Être curieux de l'autre, qu'est-ce qu'il vit? Je vois par exemple dans Master et Johnson, ils ont dans leur protocole, il y a un temps de communication entre les conjoints et puis il y a un temps de sensualité. Non, pas de sensualité, de sensorialité. sensoriel. Où l'un est censé caresser l'autre et réciproquement après, mais il est censé le caresser en écoutant ce qu'il en dit, ce qu'il en ressent et ce qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'il ne le fait pas avec son idée à lui ou à elle, il le fait en étant guidé par l'autre. C'est-à-dire c'est un grand respect, une grande curiosité de l'autre qu'on écoute avec soin pour être dans le respect de qui il est. Et c'est génial d'avoir une idée comme ça. Ouais. Et puis ça sous-entend qu'on accepte aussi que peut-être la façon dont on touche l'autre ne lui convient pas et il faut la Exactement, on ne sait pas à sa changer. place. Parce Ouais. que toucher l'autre en pensant que ce sera bien pour lui alors que c'est juste bien pour soi, Mm. bah, c'est peut-être bien pour les deux, mais c'est pas écrit ça. Donc on ne peut le savoir qu'en demandant à l'autre. Est-ce que je suis assez curieux de l'autre pour accepter de l'entendre, voire entendre que ça convient pas Mm. et s'ajuster différemment? Ben voilà, ça c'est cette écoute, cette curiosité, cette rencontre de l'autre à un endroit qui n'est pas le même modèle que chez soi. Tout à fait. Et là, effectivement, on n'est pas dans la fusion. Là. On est vraiment on est profondément distincts tout en étant très proches. C'est ça, on est vraiment dans la découverte de l'altérité et l'acceptation de l'altérité. Mm. Mm. Que pourrais-tu nous dire justement sur tu parlais de la pertinence en fait de ce qui nous achoppe ensemble. Ce qui nous heurte vient nous révéler quelque chose qu'on a besoin de voir en réalité, qu'on qu'on- qu'on cherche quelque part indirectement à voir. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces couples qui finalement sont arrivés, alors ont peut-être connu des moments très très heureux, mais sont arrivés à un sentiment d'impasse en se disant mais finalement je ne comprends pas, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas, on s'engueule tout le temps, on a beau se dire les choses, j'ai l'impression que on reste chacun dans notre disque rayé, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces couples? Ben, comme je viens de le dire, oser être curieux de l'autre, et s'il fait comme ça, c'est pas, je vais lui expliquer comment il devrait faire, ou le guérir de ce qu'il fait de travers, et je vais être ouvert à la raison pour laquelle il fait comme il fait, cet autre, ou comme il ne fait pas comme j'aimerais qu'il fasse. Enfin, bon, Mhm. mais en même temps, j'ai cette même curiosité à mon égard. Si je Mhm. m'aperçois que j'ai un fonctionnement, tu parlais de disque rayé, on s'aperçoit qu'on tourne en boucle par moments sur les mêmes trucs, quoi. Mhm. Et avoir cette même curiosité vis-à-vis de soi, comment se fait-il que j'ai cette réaction à chaque fois qui est la même? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, qui attend que je l'écoute et auquel je n'ai jamais donné une place? Et on Mhm. devrait avoir, si possible, cette même curiosité vis-à-vis de soi. Alors, on peut le faire en autothérapie, si on comprend un peu comment ça marche, ou on peut le faire avec un praticien, mais quelle que soit l'approche, avoir cette curiosité au niveau de l'être qu'on est, qu'est-ce qui attend d'être entendu au plus profond de soi, et cette curiosité de l'autre, qu'est-ce qui donne sens à ce que fait l'autre, Mhm. euh, pour lui, mais peut-être aussi pour moi, parce qu'en faisant ce qu'il fait, il me ramène à un endroit que j'ai besoin de considérer chez moi. Euh,
je vais donner un exemple. Si j'ai un conjoint, j'ai une compagne qui m'infantilise, par exemple, ça peut être très agaçant. On voit des couples avec ça, ça part, ça va, bon, je suis adulte, tu commences à m'emmerder. Euh, euh, voilà, je peux pester contre ma compagne qui fait ça, ou je peux me dire, tiens, c'est marrant, c'est pas agréable de se faire infantiliser. Et si je regarde dans ma vie, je vois qu'on m'a jamais permis d'être plus qu'un enfant Mhm. au cours de mon enfance. Et c'est comme si je devais aller presque extraire l'enfant que j'étais de cette enfance où il était enfermé et lui donner une place en disant, oui, tu as un adulte à déployer en toi, mais en même temps, cet enfant ne peut pas le faire s'il ne veut pas contrarier son père ou sa mère qui avait besoin qu'il reste enfant, pour X raisons. Mhm. Il y a des raisons, euh, ça peut être des raisons du genre le deuil d'un autre enfant avant, mais ça peut être aussi parce que tant que mon enfant est petit, je me sens utile. Et s'il grandit et qu'il est autonome, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Enfin, et ça peut être des versions trauma ou des versions difficultés à vivre. Il y a plein de raisons possibles. Et du coup, je vais m'occuper de celui que j'étais, mais ça veut dire que quand je m'occupe de celui que j'étais, je dois m'occuper aussi du ou des parents qui avaient du mal à me laisser grandir. C'est-à-dire qu'en équipe avec celui que j'étais, on va regarder les parents et intérieurement, pas forcément en allant les voir, hein. Et on va leur dire, c'est difficile pour vous de laisser grandir votre enfant. Et c'est la tendresse qu'on met envers les parents en reconnaissant ce qu'ils éprouvent qui mène cette liberté. Parce que les parents peuvent exister avec ce qu'ils ressentent et du coup, maintenant, on peut exister aussi avec ce qu'on est sans les abîmer. Parce que l'idée, c'est que faire le contraire de ce que veulent les parents, c'est embêtant parce que c'est comme si on détruisait les racines. On veut faire le contraire et dans tout ce qu'on fait, on aboutit à l'inverse. Parce que le besoin de s'extraire est très fort, mais le besoin d'avoir des racines qui ne se trompent pas est encore plus fort. Et souvent, ce qu'on veut éliminer de notre vie, on s'arrange à le pérenniser jusqu'à ce qu'on comprenne. D'où la répétition sans arrêt de choses analogues qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent, tant qu'elles n'ont pas été considérées. Et c'est extraordinaire quand on considère ce qui se passe, des choses sauvages. Je pense à un événement très, très touchant, un couple qui m'a consulté parce que ils sont venus tous les deux, mais c'est lui que j'ai reçu. Il a choisi d'être lui en entretien. Bon, il était violent, y compris avec sa compagne. Il ne voulait pas être violent, mais c'était plus fort que lui. Alors, même si on s'aime, la violence, c'est très pénible à vivre, hein. Parfois c'est dangereux, hein. Et quand on a regardé cette violence et qu'on a parcouru cette violence, il m'a rapporté, quand il avait 5 6 ans, son père frappait sa mère Mhm. vraiment très violemment, il tapait la tête contre les murs, elle était tombée inconsciente par terre, et continuait avec des coups de pied. Et il me dit, j'ai cru qu'elle était morte, et j'ai voulu aller vers elle, et je me suis fait rejeter violemment aussi. Et moi, je proposais de mettre l'attention sur l'enfant qu'il était, qui, même s'il a cru que 30 secondes ou même une demi-seconde que sa mère était morte, c'est quand même un choc majeur. Mhm. Elle n'est pas morte, hein, mais le fait qu'il l'ait pensé, ça a été un choc majeur. Alors, je lui demande de mettre l'attention sur cet enfant qu'il était, et il ne me fait pas du tout. Il me dit, je vois mon père. Mhm. Et je dis, OK, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez votre père? Et il me dit, avec une prise de conscience, mais on sent que quelque chose est en train de changer en lui, je sais ce que c'est que d'être violent alors qu'on ne veut pas l'être. Mhm. Et à l'instant, il comprend son père, il me regarde après, il y a un petit moment où ça se digère. Mhm. Et Ouais, juste après, il me dit, ben, je crois que je ne serai plus jamais violent. super. Il était violent, c'est comme une histoire d'amour avec ce père. Euh, il avait besoin que ce père existe, en dépit de l'horreur de ce qu'il avait fait. Mhm. Alors, ce qu'il a fait, ce qu'a fait le père reste horrible, mais pas qui il est. C'est Mhm. ça, le truc, c'est à la fois être capable d'avoir un jugement sur l'acte, mais pas sur l'être. C'est ça. Et au moment où il fait ça, ben, il est plus violent avec sa compagne. Ça paraît presque trop facile. Alors, ce qui est vrai pour cette personne n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Gardons-nous de généraliser. Mais voilà, c'est un exemple. Ça peut fonctionner comme ça. Et il est évident que pour elle, alors on n'a pas vérifié s'il y avait une raison pour elle d'être avec quelqu'un de violent. C'est pas quelque chose qu'on a visité. Mais en tout cas, c'est pas confortable d'être avec quelqu'un de violent. Et ne pouvait pas cesser d'être violent juste par la volonté. Oui, Il fallait que s'accomplisse quelque chose en lui pour ça. c'est ça. Oui. Et enfin, j'inviterais les gens qui sont en difficulté, que ce soit parce qu'il y a des coups de gueule, des énervements, des trucs des disques rayés qui tournent en boucle, euh, des mal-être, des frustrations, des choses difficiles, être curieux de l'autre et écouter en soi et faire pour le mieux. Si on n'y arrive pas tout seul, on se fait aider par un praticien. Méfiez-vous des praticiens qui disent quittez l'autre, il est toxique. Bon,
faut être un peu prudent quand même. C'est vrai que quand quelqu'un est violent, on ne va pas s'exposer. Et si c'est dangereux, c'est bien de mettre de la distance physique. La distance physique, c'est pas de la distance psychique. On doit rester proche de l'autre intérieurement. Et même s'il est plus raisonnable de ne pas être à ses côtés. C'est vrai avec un parent aussi. Mais ne pas être à ses côtés, c'est une chose, et dans le mépris, c'en est une autre. Parce qu'on a besoin que l'autre existe, et on est prêt à tellement de choses pour le faire exister, y compris de rencontrer quelqu'un qui lui ressemble. Donc c'est pas en disant il est toxique qu'on gère le truc. Ça, c'est une mauvaise approche de porter un jugement envers l'autre. En tant que praticien, éthiquement, on n'est pas censé avoir de jugement envers ceux dont se plaignent les patients. Les patients ont le droit d'avoir un jugement, mais nous, on n'est pas censé en avoir. Mhm. Leur jugement exprime leur colère, donc on valide leur colère, mais nous, on n'en a pas. Et on accorde que bah, l'acte est abominable, et on va rester, on va valider ça. Par contre, l'être reste exceptionnel, on est toujours touché par qui est l'autre, quoi qu'il ait fait. On n'est pas habitué à distinguer entre l'être et l'action. Et oui, dans notre culture, en tout cas, on n'est pas du tout. C'est-à-dire que soit on arrondit les angles en disant oui, mais c'est pas si grave, il n'a pas fait exprès, truc machin, et du coup, on diminue la gravité des faits pour pas trop abîmer l'être. Il n'y a pas une solution. Soit à l'inverse, oui, non, mais de toute façon, cet acte est monstrueux, donc c'est un monstre. Et Mhm. donc, on monstrualise complètement l'auteur. Et c'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est l'être reste inestimable, c'est-à-dire hors du champ des valeurs, et ce qu'il fait est abominable, parce que source de souffrance, voire de danger vital. Donc, on prend les mesures qui vont avec, mais ce n'est pas une mesure dans laquelle on amène du mépris envers l'autre. Par contre, il y a de la lucidité envers l'acte. Mhm. Et ça, c'est important de faire un chemin dans ce sens. Alors, soit tout seul, parce qu'on a la possibilité de le faire, soit ben, on espère trouver un praticien qui nous le fera faire. J'invite les gens qui consultent à être vigilants par rapport aux praticiens qui dénoncent l'autre comme étant abominable, toxique. C'est c'est jamais très cool, ça. Et à l'inverse, mais c'est pas grave, faut pardonner, ça ira mieux. Ben, ça, c'est pas cool non plus parce que le pardon, étymologiquement, perdonare, ça veut dire effacer la sanction qu'on avait prévu de donner. C'est comme si on effaçait tout avec une éponge. Et du coup, c'est pas cool parce que celui qui a subi doit être entendu et celui qui a fait subir doit aussi être entendu. Ils doivent tous avoir une place avec leurs raisons, leurs peines, leurs dimensions. Et c'est plus que pardonner, c'est se libérer de la rancune et c'est donner une place à tout le monde, à la victime autant qu'à l'auteur. Mais sur sa dimension d'humanité, les faits restant étiquetés comme une abomination, quand ils sont abominables, mais pas les êtres. On a besoin, surtout quand il s'agit de nos racines, que l'autre ne soit pas mis comme une abomination. Et même quelqu'un qui va consulter un praticien qui se plaint de son conjoint, si c'est pour s'entendre dire, oui, vous avez raison, c'est une moins que rien, ou c'est un monstre, vous ne devriez pas rester avec, qu'est-ce que vous faites avec, partez, qu'est-ce que... En fait, c'est comme si on insultait celui qu'on a été, qui a l'idée de se mettre avec, et c'est une abomination. En fait, quand on se plaint de quelqu'un, on a besoin d'avoir le droit de se plaindre et d'être entendu dans sa plainte, mais on n'a pas besoin que l'autre défonce complètement la personne dont on se plaint. Mhm. Ce sont deux choses complètement différentes. Et quelqu'un doit pouvoir se plaindre de son conjoint, en colère, même dire des grossièretés et tout, et dire c'est très douloureux, ce que vous vivez, c'est terrible pour vous. Okay. Et on est sans jugement envers celui qui fait subir ça. Et à un moment, si c'est pertinent, on ira peut-être même mettre l'attention sur celui qui fait subir ça, et on ira lui demander en quoi c'est juste pour vous de faire une telle chose. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Mais on est sans jugement contre, et on n'est pas non plus en train de juger le patient qui dit des grossièretés, qui se plaint. Lui, il a droit à toutes les colères du monde, ce qu'il vit, il le vit, mais il a besoin qu'on ne lui abîme pas la personne Mhm. avec laquelle il a choisi d'être. On ne mesure pas que ça se fait quelquefois des confidences entre amis, tu sais, j'en ai marre, à la maison, c'est pas facile, oui, bah, qu'est-ce que tu fous avec? T'as raison, c'est n'importe quoi, c'est un monstre, c'est moins que rien, elle est trop violente, elle va te détruire, elle est toxique. Ils disent des trucs sur le conjoint ou la compagne. Euh, c'est abominable de dire ça parce que on parle de sa peine, on n'a pas envie que l'autre soit détruit aux yeux de celui à qui on se met. Et culturellement, on a tendance à faire ça, c'est pas très adroit. Alors que dans les conversations, ça soit comme ça, c'est une chose, mais quand c'est un professionnel, c'est dommageable. La prise de position en général, de toute façon. Mais... Oui, prise de position, on est hors de tout jugement.
Je pense souvent à la juge de grande instance, Anne Brever, belge, qui dit à quelqu'un qui a tué, bah oui, vous allez en prison, c'est sûr, mais ce que vous avez fait, moi je déteste, c'est moche, ce que vous avez fait, c'est abominable, mais qui vous êtes, je vous aime. Mhm. Elle est capable de dire ça à un meurtrier. Mhm. Sous-entendu, je fais une distinction entre l'acte abominable que vous avez fait, qui est vraiment une horreur, et qui vous êtes, qui est un être humain. Et ce côté d'humanité qui est chez vous, je l'honore. Et quand un magistrat est capable de dire ça, c'est balèze quand même. Ouais, ouais. Et il y a quelque chose de cet ordre, il y a une petite leçon à prendre de ce côté-là qui ressemble. Maintenant, celui qui est en colère a droit à sa colère parce que c'est le seul moyen qu'il a d'exprimer une douleur. Euh, Transformer ça en disant oui, il ne faut pas que vous mettiez en colère contre lui ou contre elle, c'est pas juste parce que la colère, c'est le seul moyen que la personne pour exprimer son mal-être. Il faut qu'elle puisse aller au-delà, jusqu'au bout de ce qu'elle cherche à dire à travers ça. Ouais. Donc c'est ni le pardon, ni on tape sur des murs avec des masses pour se libérer. C'est ni l'un ni l'autre. Voilà, j'écoute la peine, je rencontre tout le monde, celui qui a souffert, celui qui a fait souffrir, et tout le monde aura sa place, et ça se fera progressivement au rythme où on peut le faire. Mhm. Alors la compatibilité, est-ce qu'il y a des gens qui sont incompatibles? Ben, il se peut que pour des gens, ce ne soit pas possible de continuer leur vie, mais s'ils sont confrontés comme ça à un moment donné, ce serait intéressant d'écouter quel sens ça a dans leur vie. Mhm. Il y a de fortes chances qu'on trouve dans leur histoire, à l'un ou à l'autre, quelque chose qui ressemble à ça et qui Mhm. méritait d'être reconnu et validé. Mhm. Je pense à un couple, là, comme ça, qui me vient en tête. C'était une femme qui avait énormément besoin d'être sécurisée et Mhm. qui avait besoin aussi de maîtriser l'organisation, de maîtriser son emploi du temps, de savoir toujours, voilà, où on va, qu'est-ce qu'on fait, jusque dans les moindres détails, qui était avec un homme qui en fait était plus un artiste, qui vivait au jour le jour, qui détestait se projeter, qui détestait planifier, qui n'aimait pas rendre des comptes, qui avait un côté secret, qui vivait un peu dans son monde. Et bah, c'est vrai que les commentaires de l'entourage, ils sont trop incompatibles. Ils ont des besoins trop différents. Il y en a un qui a Mhm. un besoin de liberté énorme et qui presque pourrait en fait vivre en voyant sa compagne que de temps en temps, et l'autre qui a un besoin d'être sécurisé et voudrait être toujours avec son compagnon et voudrait toujours tout faire ensemble. Mhm. Et pourtant, c'était un couple qui s'aimait beaucoup. Hein, c'est un couple qui avait un amour très fort. Hein. Donc c'est vrai, ça Mhm. pose question. C'était le cri Mhm. unanime de l'entourage. Mais ils sont Peut-être pas. l'amour est d'autant plus grand que la différence est forte. Oui, c'est ça. Maintenant, chacun des deux est censé rester à la fois curieux de l'autre. Ah, tu as besoin de cette sécurité, toi, tu as besoin de cette liberté, enfin, un peu poétique, voire Mm. fantasque peut-être parfois. En tout cas, tu as besoin de ça. Et puis qu'ils le partagent. Et puis que chacun puisse se dire, oui, mais quand je suis empêché de ça, qu'est-ce qui se passe en moi? Et je vais rencontrer chez moi ce qui est touché quand je suis privé de ça. Parce Mm. que grâce à l'autre, je suis invité à écouter ça. Alors, seul, c'est pas toujours évident d'avoir cette intuition, mais au moins avec un praticien, on devrait pouvoir faire ce chemin, que chacun écoute en lui en quoi c'est pertinent d'être confronté à quelqu'un qui le frustre sur quelque chose d'aussi important. Mm. Et puis attention, on raisonne en termes de réparation avec des moments de vie. Bon, ça c'est une chose. Mais il ne faut pas oublier qu'un autre enjeu, qui n'est pas des moindres, il y a aussi pour chacun l'élan de devenir qui on a à être. Et qui on a à être, ça veut dire abandonner parfois certains repères qu'on avait fabriqués avant pour se sécuriser. J'aime beaucoup Abraham Maslow qui explique qu'en fait, il espère que les praticiens ne seront pas des gens qui aideront les patients à guérir de leur maladie. Abraham Maslow, qui est un docteur en psychologie, qui n'a jamais parlé de pyramide, mais qui a dit beaucoup de choses très fortes et qu'on n'a jamais pointé, malheureusement. On n'arrête pas de le foutre dans une pyramide, le pauvre, alors que ce qu'il a dit, c'est beaucoup plus important que ça. Et notamment, donc, qu'il espère que les praticiens ne seront pas des gens qui guériront les patients des maladies, mais qui les accompagneront pour devenir qu'ils ont à être et qu'ils sont déjà, sachant que ce qu'ils sont profondément est déjà contemporain de ce qu'ils sont maintenant. Et Mm. c'est comment on va faire pour que ça se rejoigne.
Je trouve ça magnifique qu'un praticien ait eu cette idée. Abraham Maslow n'est pas du tout connu pour ces dimensions existentielles qui sont très fines. Il ne nous a pas donné de processus psychothérapique, mais il nous a donné une posture du praticien et un regard sur l'existence et la psyché incroyable. Et devenir qui on a à être, il arrive aussi qu'on soit confronté à quelqu'un qui nous dérange pour qu'on cesse, pas pour qu'on change, pas pour qu'on devienne quelqu'un d'autre, mais pour qu'on cesse d'être un autre que qui on est vraiment. Oui. Et on a besoin parfois d'être un peu chahuté pour ça. Donc ça aussi, c'est une zone où c'est intéressant de regarder. Incompatible, on peut imaginer que, voilà, évidemment c'est du fantasme parce que je ne connais pas l'histoire de ces deux personnes, mais celui qui est artiste et qui a besoin de liberté a besoin de découvrir qu'il y a quand même besoin d'un environnement, et puis celle qui a besoin absolument d'être toujours collée, toujours avec, et a besoin de découvrir aussi que la vie, c'est aussi oser un lâcher-prise, et chacun est en train d'accompagner l'autre vers ce qu'il a à être quelque part. Et qui n'est pas forcément la réparation d'une chose antérieure, mais un devenir qui s'accomplit. C'est pas la même chose. Il faut aussi penser dans ce sens-là, de l'accomplissement de devenir qu'on a à être. On retrouve Jung avec le soi. Le soi, on retrouve l'être de Heidegger aussi. L'être, c'est l'entièreté de tout ce qu'on a été, de ce qu'on est et de ce qu'on sera. Le design, c'est l'être que nous sommes dans l'instant, et l'étant, c'est notre manière d'être maintenant, c'est-à-dire l'ego, la fabrication, le personnage. Et cette dimension de qui on a à être, ben, à part Heidegger ou Jung, j'ai pas vu beaucoup de praticiens parler de ça. Et Maslow. Non. Donc la compatibilité peut aussi déranger, l'incompatibilité peut marquer un dérangement qui invite chacun des deux à aller plus loin que ce qu'ils sont, à devenir davantage pas qui ils sont, aller plus loin de ce qu'ils paraissent pour aboutir à qui ils sont vraiment. Ou à qui ils aspirent finalement à devenir, sans en avoir toujours bien conscience, quoi. Alors, ils y aspirent, j'ai presque envie de dire, c'est ce qu'ils ont à devenir qui les aspire, puisque ça les inspire. Oui, oui, oui. C'est-à-dire ce qu'ils ont à être appelle leur attention de toutes les forces, y compris avec un compagnon qui les contrarie à l'envers de ce qu'ils souhaitent. Et comme cet enjeu est plus important que leur volonté, ben, ça se fait malgré eux. C'est pas comment résoudre. Et quand on fait, je crois que tu fais de l'hypnose, toi aussi, tu es hypnothérapeute, Oui, il me aussi, semble, c'est ça. aussi. Et l'hypnothérapie, qui est quelque chose d'extraordinaire dans cet état modifié de conscience, va être extrêmement efficient si on accompagne vers ces justesses, mais on va trouver un piège dans l'hypnothérapie si on fixe l'objectif d'atteindre ceci ou cela, qui n'est pas forcément ce qui doit se faire en nous. Et c'est le piège. C'est pour ça qu'il y a plein de techniques de psychothérapie qui sont excellentes, mais qui ont eu des déviances parce qu'on en a fait un usage de pouvoir plutôt qu'un usage de révélation, de rencontre, de reconnexion. Ouais. Donc, c'est extraordinaire que tant de praticiens aient eu des idées d'approches comme ça. Et c'est très triste qu'on soit passé à côté de l'essentiel de ce qu'il y avait derrière, souvent. Et oui, et oui. Ce qui est intéressant, c'est l'hypnose maïotique, c'est-à-dire de permettre, grâce à l'état de conscience, cette rencontre Voilà, tu révèles. avec soi et les êtres de soi. Mais effectivement. Mais ça demande que le patient soit prêt aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de patients qui mettent derrière le mot hypnose des attentes. Ils sont influencés par des spectacles un peu d'hypnose où on transforme les personnes avec une bague, comme si on avait une baguette. J'espère qu'on les change. J'espère qu'on les change avec le coup de baguette On les magique. change, voilà. Et en fait, on change personne. Ça ne peut pas être un changement durable et profond. C'est un leurre. Mais ça, c'est la posture du praticien qui à la fois entend la demande déraisonnable du patient qui veut changer, Oui. qui va simplement lui dire c'est inconfortable d'être comme vous êtes, qui lui Mm. fera décrire l'inconfort qu'il ressent, qui l'amènera à ce qu'attend en lui, qu'il va rencontrer, et finalement il va devenir qui il a à être. Euh, on respecte quand même parce qu'il va se passer quelque chose dans ce qu'il souhaite. Il sera libéré, mais il ne sera pas libéré parce qu'on l'a combattu, il sera libéré parce qu'il l'a rencontré. Et Oui. nous, on prend un autre chemin. Oui. Et c'est vrai que c'est pas facile si on prend en direct, parce qu'il faut d'abord passer par ce passage où il veut qu'on s'en débarrasse, quoi. Il faut qu'il prend comme Oui. objectif l'état modifié de conscience pour devenir un autre. Alors Oui. qu'en fait, c'est un état modifié de conscience pour devenir qui il est vraiment, qui il a à être, C'est- qui n'est pas forcément ce qu'il souhaite. Mais c'est ce qui sera le plus efficient pour sa vie. Donc, c'est pas un truc qu'on lui déclare, c'est un truc qui se découvre, ça, hein, en cours de chemin. Si on le déclare au départ, ça fait fuir la moitié des personnes. Et oui, ça se vit, ça s'explique pas en fait, ça se vit. Si on l'explique, c'est trop abstrait, quoi. Faut l'éprouver, il faut le ressentir, quoi. Ouais. La crise est toujours une invitation à une émergence. Ouais.
La première chose, c'est de ne pas se dire on touche la fin du monde, on s'est trompé, tout est nul. C'est toujours de se dire c'est comme ça, et si c'est comme ça, qu'est-ce que ça éclaire chez moi, qu'est-ce que ça éclaire chez l'autre, qu'est-ce que ça éclaire chez nous, mais notamment chez soi, parce que c'est là où on a le plus de mal à regarder. Est-ce que ce qui me gêne chez l'autre, qui fait une crise, n'éclaire pas quelque chose chez moi où j'ai jamais fait attention? Mais ça vaut à tous les âges, ça. Alors, peut-être plus âgé, c'est plus facile à regarder, mais c'est pas sûr. Parce que plus jeune, ça paraît être plus difficile parce qu'on a moins la conscience de certaines choses, on ne s'est pas encore suffisamment déployé. Et en même temps, on a moins construit de structures égotiques autour. C'est ça. Et quand on a construit beaucoup de choses autour, des fois, quand on est âgé, il y a peut-être plus de conscience, mais il y a plus de barrières aussi. Mm. Parce qu'on a créé des protections, des sécurités dans tous les sens, et c'est plus difficile d'aller voir. Donc, je ne sais pas si c'est plus facile quand c'est au début ou quand c'est plus tard. Mm. C'est comme c'est. Moi, j'ai vu des gens très jeunes avoir une capacité d'introspection, de bienveillance, de compréhension extraordinaire, et des gens bien plus âgés qui pourraient être dans la sagesse, qui en fait sont vraiment dans une dureté insoutenable, Mm. euh, complètement fermés, sclérosés, quoi. Mm. Il y a pas de règle. Alors, la différence, par contre, énorme, c'est que celui qui a 30 ans et qui est en couple depuis 5 ans, si ça va pas, bah, il s'en va puis il fait un autre couple, quoi, en espérant que ce sera mieux. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il se peut que le casting fasse son job aussi. Mais par contre, celui qui arrive à 70 ans, voire plus, et qui dit je vais refaire mon couple, c'est un peu plus compliqué quand même, parce que Bien sûr. refaire un nouveau futur, c'est c'est moins facile peut-être d'envisager. Alors c'est intéressant ça, parce que du coup, la grosse différence, c'est que du coup, ça invite moins à la fuite. Mhm. Mm. Ça incite davantage à regarder en profondeur. Mhm. Qu'au départ, bon, bah, ça va pas ici, je m'en vais ailleurs. Donc c'est plus facile à imaginer quand on a 25-30 ans que quand on a 60 ou 70 ans. Mhm. Mhm. Et reconstruire une vie. Alors, il y a des rigidités, mais il n'y a pas que des rigidités. C'est qu'il y a un futur qui est plus court, et donc, est-ce qu'on va l'investir autrement ou pas, soit seul, soit avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui font ces choix, même à des âges assez tardifs, hein. Mhm. Mhm. Mais c'est intéressant que la possibilité de fuite soit moins disponible, parce que ça invite davantage à regarder. Mhm. Et si on veut bien regarder, ça peut être un moment exceptionnel. Et si on veut pas regarder, c'est bon, c'est le début des troubles presque neurologiques qui vont arriver derrière pour éviter de voir tout ça. Mhm. Ce qui Et n'est pas ça fait peur. facile, c'est de regarder ensemble. De regarder. Ah, ce qui est encore mieux, c'est de regarder ensemble, bien sûr. Quand c'est possible, c'est regarder ensemble, c'est le plus pertinent, bien sûr. Alors, tu m'as dit, quand je reçois, ce que je reçois ensemble, oui, après, a priori, j'aime bien recevoir ensemble, mais pour des raisons qui appartiennent à chacun, il peut être bien de recevoir aussi séparément et ensemble après, ou ensemble d'abord et séparément après. Alors, pas tant pour cacher les choses, mais parce que c'est plus simple de les dire avec un seul interlocuteur dans un premier temps. Mhm. Elles ne seront jamais révélées à l'autre, quand ce qui est dit, c'est confidentiel, mais si ça doit être partagé, ça ouvre un chemin possible. Et il se peut que ce soit mieux de dire tout seul. Il y a des choses qu'on ne dit pas, pas forcément, comment dire, parce que il y a une honte, une gêne, ça peut être pour préserver l'autre aussi. Je repense, ça n'a rien à voir, parce que c'est avec un enfant qui voulait que sa mère soit là pendant la séance de thérapie. Moi, j'aime bien quand les parents sont avec l'enfant, si l'enfant le veut bien et si les parents le veulent bien. Sinon, on peut s'occuper de l'enfant sans, mais quand c'est avec, c'est bien. Et donc, sa mère était là, puis à un moment, il n'arrivait pas à dire, je lui ai demandé ce qui se passait. Et on a toujours dans notre petit contrat l'idée de dire que si à un moment le parent doit sortir, ben, le parent est d'accord, l'enfant, il osera le dire. Donc c'était bien que la mère sorte. Donc la mère est sortie. Et il m'a parlé du décès de son grand-père. Il ne voulait pas en parler devant sa mère, parce que c'était son père à elle, il ne voulait pas lui faire de peine. Ouais. Voilà, il y a des fois des choses qui seront parfois difficiles à dire face à l'autre pour prendre soin de l'autre. C'est pas pour lui cacher quelque chose. Et Mhm. à ce titre, ça peut être bien de voir séparément. Il n'y a pas forcément obligation, il faut tout partager, il faut être transparent à fond. Euh,
faut donner à chacun le droit de ce qui est sécure pour lui et pour l'autre. Donc on reçoit a priori ensemble, mais on peut aussi recevoir séparément et on peut faire les deux. Mm. Et quand on reçoit qu'une des deux personnes du couple, c'est toujours intéressant d'accompagner la personne qui est avec nous en entretien, tout en ayant l'autre en présence intérieure quelque part, parce que on sait qu'il se joue quelque chose pour l'autre en même temps. Et on va toujours quelque part prendre soin de cet autre en même temps qu'on prend soin du patient qu'on accompagne. Alors, on en prend soin dans notre discours, dans notre posture, même pas forcément dans le discours, au moins dans la posture, partant du principe que l'autre, il y a quelque chose à comprendre aussi chez lui. Mais sans jamais pour autant invalider quoi que ce soit chez la personne qui se plaint de cet autre qui est trop comme ceci, passé comme cela, etc. Doit aussi être entendu par rapport à ça. Ouais. Tu avais fait une analogie avec la mythologie grecque. Psyché et Cupidon. Voilà. Est-ce que je trouve ça très intéressant pour le Ah sujet? oui, c'est amusant. Oui, c'est amusant de... Moi, j'ai été étonné de tomber, parce que j'ai écrit un bouquin qui est sur la communication thérapeutique, je crois que c'est ça, je ne sais plus comment s'appelle ce livre chez ESF. Et je me suis amusé avec la mythologie, j'ai repris comme fil rouge Isis et Osiris, mais j'ai plein d'autres mythes et des contes aussi, et même des œuvres littéraires que j'ai pris dedans comme illustration. Et j'ai été étonné de voir Psyché et Cupidon, puisque Psyché, c'est une reine, une princesse terrestre, Cupidon, c'est un dieu, la mère de Cupidon, c'est Vénus, et comme Psyché était tellement belle que les humains, il abadait beaucoup, quoi. Et du coup, Vénus était un peu jalouse. Et donc, elle a demandé à son fils de rendre Psyché amoureuse d'un monstre. Hadès, de préférence, quoi. Les enfers, le roi, il fera plus chier après. Tant qu'à faire. Et donc, Cupidon, il va faire son job pour satisfaire sa maman. Et puis, quand il arrive devant Psyché, ben, le problème, c'est que c'est lui qui est tombé amoureux de Psyché. Il ne pouvait pas décocher la flèche sur Psyché pour qu'elle tombe amoureuse d'Hadès. En fait, c'est lui qui est tombé amoureux de Psyché. Ils se sont mis ensemble. Et ils durent, dit le mythe, au début, ils durent s'aimer dans le noir, parce qu'il ne fallait pas que la belle-mère, Vénus, sache le fin mot de l'histoire. C'était un peu gênant quand même. Et ça marchait très bien. Dans le noir, ils étaient heureux. Et puis les sœurs de Psyché, un jour, ont dit à Psyché, ouais, mais s'il veut être dans le noir, c'est qu'il doit être moche. Alors, bon, voilà, Psyché, elle amène une lampe à huile pour voir à quoi il ressemble. Puis, il est vachement beau en plus. Et pas de bol, il y a une goutte d'huile chaude qui lui tombe dessus, ça le réveille, il part en courant. Et alors, là, pour le rattraper, des épreuves, parce que du coup, Vénus avait le vent de l'affaire, elle lui a foutu des épreuves, des trucs, mais invraisemblables. Et en fait, à chaque fois, elle arrive à s'en sortir avec différentes astuces. Et finalement, ils finissent par pouvoir s'aimer quand même. Donc, il y a une sorte de happy end. Mais c'est amusant parce qu'ils commencent à s'aimer dans le noir. Dès qu'ils commencent à se voir, ils partent en courant. Enfin, lui, il part en courant. Et il y a tout un tas d'épreuves pour arriver à se reconnecter. Moi, je trouve que ça ressemble à ce que je décrivais tout à l'heure. Il y a le casting, on rencontre, on est dans le noir, on s'aime beaucoup. Puis quand on commence à voir clair, on prend peur, on a envie de partir en courant. Et pour se retrouver, ça demande tout un chemin. Ouais. Il y a une analogie. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'ont voulu dire les Grecs quand ils ont, les Romains quand ils ont mis ce mythe en place. C'est vrai que souvent les mythes reflètent un peu la psychologie. La psychologie s'est beaucoup servi des mythes pour illustrer plein de choses. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, ça l'illustre et c'est amusant. C'est amusant qu'on retrouve ça. Il s'aime dans le noir pour commencer. C'est ça. Ouais. Et le noir, alors, on parle des feux de l'amour, on parle de l'étincelle initiale, ça paraît lumineux l'état amoureux, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est un état illusoire parce qu'en fait, personne ne voit rien, personne ne voit l'autre et personne ne se voit lui-même. Mm. Et c'est génial, parce que qu'est-ce qu'on est bien, purée. Enfin, c'est un truc magnifique, quoi. Il y a des besoins qui sont satisfaits à différents niveaux et là, c'est exceptionnel. Et Mm. puis, au bout d'un moment, ben, on est un peu moins invisible parce qu'on se cache un peu moins, l'autre est un peu plus lucide, il voit un peu mieux, et réciproquement. Et du coup, tout le monde se fait un peu plus peur, se dérange un peu plus, on va dire. Et donc, on est un peu plus soi-même. C'est pas tant qu'on était fusionnel, mais on associait l'autre à notre idéal, on l'idéalisait. Et l'autre essayait d'avoir l'air de ce qu'on veut. Donc, avec tout ça, ça finissait par le faire. Et là, ça marche plus au bout d'un moment. Et on devient distinct, mais en devenant distinct, on n'a pas vu que cette différence était une richesse qui permet à chacun de se déployer.
elle a fait peur, et cette différence peut amener les deux à partir en courant, un peu comme Cupidon quand il a ressenti la goutte d'huile chaude, quoi, il est parti en courant. Et après, si on ose bien faire le chemin, eh bien, chacun des deux peut devenir qui il a à être grâce à l'autre. Soit parce qu'il récupère des éléments intimes de son histoire, de sa psychogénéalogie, ou du temps générationnel, ou du transpersonnel, soit parce qu'il va devenir davantage qui il a à être. C'est le futur qui rejoint davantage. Et c'est là où le couple est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme un creuset existentiel pour que les gens puissent davantage être. Et c'est à ne pas manquer. Alors, est-ce que pour autant, quand je dis ça, je pose le principe qu'il ne faut pas se séparer et être persévérant jusque-là? En fait, j'ai aucun avis préconçu, si ce n'est qu'on ne part pas au premier coup de tempête, quoi. On essaie de regarder, de comprendre. Et puis, il peut s'avérer que des personnes ne peuvent pas rester ensemble. Comme je l'ai déjà dit, on va néanmoins les regarder en quoi ça a été juste, qu'ils y soient pour accomplir quoi, et vérifier si ça a été accompli, afin qu'ils ne fassent pas une autre expérience du même genre juste après. Donc, c'est ni partir, ni rester ensemble, c'est faire ce qui est juste pour les personnes, en honorant ce qu'il y a eu avant et en allant vers ce qu'on a à vivre après, qui peut être continué avec l'autre d'une façon différente qui va fonctionner, non pas qu'on change, mais on devient plus soi-même, ou qui peut être de ne pas continuer avec l'autre, mais en honorant ce qu'il y a eu avant. C'est ça. Ce qui est facile à dire, qui est plus compliqué à vivre, parce que arrêter une histoire qui a fait sens, c'est... Ce qui est dommage quand on arrête une histoire qui a fait sens, c'est que pour oser l'arrêter, on essaye de la diaboliser. Pour avoir le courage de s'arracher, il faut voir à quel point c'est monstrueux. Et du coup, on diabolise, on rejette tout en bloc, et en rejetant l'autre, on se rejette soi-même qui avons la mauvaise idée d'être avec l'autre. Et donc, on ampute tout un bout de sa vie en faisant comme ça, et c'est assez dommageable pour la personne. Le diaboliser, c'est comme si j'arrive à me convaincre suffisamment que l'autre est une horreur, Oui. je pars plus vite, je cours plus vite pour partir, quoi. Donc, je vais essayer de me convaincre pour avoir le courage, parce que si je commence à voir les qualités de l'autre, je vais avoir envie de rester. Ou j'aurai pas le goût de prendre la distance que j'ai besoin de prendre. Et le fait de diaboliser, c'est dommage, parce qu'en diabolisant l'autre, eh ben, on éteint ce qu'on a été en même temps. Donc, c'est dommageable. Et c'est pas toujours comme ça. Il y a des personnes qui peuvent dire, bon, bah, on a accompli ce qu'on avait à faire, on reste pas ensemble parce qu'il n'y a pas à continuer, ils se séparent chaleureusement, pour presque dire. Les gens qui savent faire ça, c'est quand même plus rare comme ça. Souvent un petit coup de tempête quand même. Et la contrariété et le rejet qu'on a nous aident à nous aider à prendre la distance. S'il n'y avait pas ça, on n'oserait pas, quoi. Moi, je pense à des cas que j'ai entendus, hein, de personnes qui découvrent que, par exemple, leur conjoint est un menteur invétéré. Oui. Et qui laisse une chance, une deuxième, une troisième, mais l'habitude de mentir et de falsifier est tellement acquise, tellement ancrée. Oui, mais là, il y a deux choses. Voilà, ça, c'est un bon exemple. Oui. Le conjoint est un menteur invétéré, mythomane à fond, plus rien n'est fiable, enfin, on ne sait plus où on habite, c'est compliqué. Euh, L'une des choses, tiens, je suis confronté à quelqu'un qui est comme ça, est-ce que j'ai déjà croisé ça dans mon histoire? Est-ce qu'un de mes parents a déjà croisé ça dans son histoire? Est-ce que quelqu'un a besoin d'être entendu à cet endroit? Je m'occupe de ça. Ensuite, quand je m'occupe de l'autre, soit le praticien s'occupe de l'autre, soit la patiente va s'occuper de son conjoint. Et en quoi c'est important pour toi de raconter une histoire? Qu'est-ce que ça t'apporte? Allez voir la justesse qu'a chez l'autre à faire ça. Et il va trouver en lui un endroit qui lui rend absolument incontournable de raconter des histoires. Et une fois que ce sera accompli, est-ce qu'ils restent ensemble ou pas, ça leur appartient, mais ils auront accompli chacun ce qu'ils ont à faire par rapport à ça. Et chacun aura été éclairant par rapport à l'autre. Si c'est juste, je découvre qu'il est menteur et je ne peux pas rester avec, donc je m'en vais, bah oui, clairement, c'est compliqué d'être avec quelqu'un qui ment tout le temps. Mais ça mérite d'être investigué plus profondément. Tout à fait. Le fait de partir, c'est une sécurité immédiate qui peut faire sens, mais s'il y a un enjeu existentiel derrière, la personne qu'elle va rencontrer après aura un travers analogue. Pas forcément le même, mais un travers analogue. Si elle n'a pas fait ce chemin. Qu'est-ce que ça vient affûter chez vous d'être face à quelqu'un qui raconte des histoires, de mythomane? Je ne supporte pas, j'ai besoin de vérité. Ok, donc la personne, on lui dit, voilà, vous avez à cœur qu'il y ait de la vérité. Pour vous, c'est essentiel. Et la personne que vous êtes qui a à cœur la vérité, est-ce que quelqu'un lui a déjà donné une place?
On peut faire des choses de ce type qui est plus un devenir qui en a à être, c'est même pas forcément un traumatisme passé. Et une fois que c'est le cas-là, que la cœur de vérité existe vraiment, elle peut avoir un autre contact avec ce conjoint mythomane et aller vers lui pour lui demander mais en quoi sont importants ces mythes pour toi, ces histoires que tu racontes, auxquelles tu crois tellement. Là où un être est rencontré, il y a quelque chose qui se passe. Et puis, il se peut qu'il ne soit pas en mesure de faire ça, le conjoint, et auquel cas, ben, elle peut ne pas rester avec, parce qu'elle, elle aura vu ce qu'elle avait à voir, mais lui, s'il est pareil, ben, euh, c'est plus juste de rester avec. Mais à ce moment-là, elle ne se sépare pas avec le risque d'une récidive, enfin, dans son casting, parce que ce qu'il y avait à voir, elle l'aura vu. Ou il l'aura vu si c'est un homme, une femme, dans l'autre sens. Tout à fait, oui. Ou deux hommes ou deux femmes. Enfin, Oui, oui, oui. je veux pas être hétérocentré Oui, ni oui, sexiste d'un côté ou de l'autre. Ça vaut pour tous oui. les êtres. C'est des êtres humains dans tous les cas, quoi. Oui, oui, oui. Peu importe. Est-ce que la notion de couple mystique te parle? Alors, oui et non. Oui et non. Tu me diras ce que tu entends par couple mystique. Moi, ça m'évoque tout de suite ce que dit le tantra, qui est une démarche de sensorialité extrêmement subtile. Et ce qui m'a plu dans... Je ne connais pas spécialement le tantra, mais le peu que je connais du tantra, c'est l'étymologie du mot tantra, qui signifie métier à tisser, dans lequel le fil de chaîne, c'est l'être, l'existentiel, et le fil de navette qui vient s'intercaler, comme ça, eh bien, c'est le corps. Et c'est l'intrication du corps et de l'être qui forme l'étoffe. Mhm. Je trouve ça assez joliment dit. Après, je ne sais pas ce qu'ils font dans le détail. Bon, le tantra, ça passe souvent pour un truc très orienté sexualité, mais ça va bien au-delà. C'est ou en deçà et autour et enfin, à d'autres endroits, c'est pas que ça. Et par contre, toi, ce que tu veux dire quand tu parles de couple mystique, peut-être tu veux dire autre chose. Pour moi, il y a des couples qui sont pris dans les questionnements purement logistiques, matériels, social. C'est souvent vrai quand on est jeune, quand on a un jeune couple, qu'on a des enfants, qu'il faut vraiment suivre. Il faut faire sur Voilà, place. Il faut avoir le logement, il faut avoir de la bouffe, il faut avoir du voilà, boulot, c'est ça. Donc là, voilà, gérer les gardes, les trucs, les machins, on n'est plus sur l'école. le plan immédiat de l'existence, sur le plan primaire, etc. Après, tu as des couples très intello, hein, je sais pas, moi je pense au couple de Sartre, hein, voilà, des couples qui ont besoin vraiment de vivre sur le plan intellectuel, de partager sur ce plan-là, de vivre une aventure intellectuelle ou culturelle. Tu as des couples d'artistes, tu as des couples de commerçants, voilà, puis tu as des couples que j'appelle moi un peu mystiques. C'est des couples qui sont sensibles à la dimension existentielle, tout simplement. Bah, écoute, là, tu me parles de couples qui sont tous avec le même trip, hein, les deux. C'est pas les mêmes endroits pour chaque couple dont tu me parles, mais Oui, pour les deux, dans chaque couple, ils sont OK sur ce qu'ils font. oui, oui, tout à fait. Qu'ils soient dans le commerce, dans l'intellect, dans la spiritualité, ils sont branchés pareil. Donc pour eux, ça va bien. Là où c'est délicat, c'est quand on a un qui est dans le commerce et l'autre qui est dans la spiritualité, par exemple. C'est Euh, ça. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu en as un qui voudrait vivre un couple mystique, par exemple, je ne sais pas moi, avoir des temps de contemplation ensemble, partager dans le silence ou partager en profondeur. Et puis l'autre, en fait, ben non, être en couple, c'est aller voir belle-maman tous les dimanches et puis faire la liste de courses ensemble. Oui, et puis des fois, ça peut être faire beaucoup de voyages, c'est Oui, c'est ça. avoir des projets de vacances, c'est changer de maison, c'est penser à un déménagement, il faut mettre du temps pour choisir la bonne voiture qui nous sera la plus utile après. Ouais, Euh, et toutes ces choses matérielles, l'autre, ça ne le branche pas du tout. Et toutes ces voilà, choses existentielles, celui qui est vers les choses matérielles, ça ne le branche pas non plus, quoi. c'est ça. C'est ça. Donc là, quand on n'est pas connecté au même endroit, ça demande une difficulté, mais ça méritera d'être regardé. Qu'est-ce qui fait que chacun des deux est confronté à ça, comme on vient de le voir, ça méritera de regarder. Et le couple que tu dis mystique, c'est les deux qui sont sur une dimension assez profonde, existentielle. Euh, et quand il y a les deux, c'est parfait, quoi. Cette dimension, elle nous aide à vivre. Maintenant, on a quand même toujours de la contingence autour à gérer. C'est sûr. Tant qu'on est sur Terre, ouais. Tant qu'on est sur Terre, il y a des trucs, faut se loger, il faut manger, et on s'occupe de ses enfants, de ses petits-enfants. Donc, il y a cette... Puis quand on est plus jeune, bah, c'est vrai qu'il y a quand même plus de soucis de planning, de... faut faire sa place, quoi. Faut faire sa place, quel travail.
quel salaire, comment on se débrouille. Tout ça, c'est faire son trou, comme on dit. D'ailleurs, ça m'amuse toujours beaucoup, puisque on dit qu'on fait carrière, et une carrière, c'est un trou. On ne C'est pense sûr. pas souvent à ça. Et donc, faire carrière, faire son trou, et on passe sa vie à creuser, en fait. Et c'est là où, quand on arrive à un certain âge, on s'aperçoit qu'on a beaucoup creusé et qu'il y a un grand trou. On se dit, mince, j'ai ma vie carrière. Et bon, qu'est-ce qu'on fait? Et souvent, quand les êtres prennent conscience de ça, qu'après avoir beaucoup fait, ils sentent qu'il y a une dimension existentielle qui devrait toucher, cette confrontation au vide, bah, c'est la dépression, qui est souvent vue comme un effondrement alors que c'est un début de conscience. Tout à fait, oui. Et comme on ne sait pas quoi en faire, ben on est quelquefois perdu, on essaie de l'empêcher, en essayant de remotiver artificiellement la personne, alors qu'elle aspire à quelque chose de plus profond que personne ne lui montre parce que c'est à la mode nulle part. La zone existentielle n'est pas franchement à la mode. En tout cas, ce n'est pas les modèles qu'on nous offre autour. Donc, quand on le ressent, pour le vivre, il faut oser être un petit peu dissident par rapport à ce qui se fait habituellement. Mm. Et si les deux sont branchés pareil, c'est plus facile. S'il n'y en a qu'un des deux, c'est plus compliqué. Là, j'ai eu il n'y a pas longtemps en consultation une personne, elle qui est profondément sensible, presque pas mystique, mais profondément existentielle, avec un mari profondément matérialiste et euh, pour qui ben, faut objectiver, quoi. Il n'y a que ça qui compte. Et c'est vrai qu'au quotidien, ben, apparemment, ça le fait, quoi. Mais au quotidien, ils ne peuvent pas partager complètement les mêmes choses, ou alors il va falloir des traducteurs, quoi. C'est pas les mêmes univers. Et c'est pas qu'il y en a un qui a raison, qui a tort, ils sont pas au même endroit, Au même endroit, c'est ça. et ça doit avoir son sens. Euh, bon, c'est vrai que dans le couple, quand les deux sont pareils, c'est plus simple quand même. Les deux sont dans les affaires, les deux sont dans le sport, les deux sont dans la musique, les deux sont dans la spiritualité. Mm. C'est c'est plus commode. Oui, une fois, j'ai interviewé une personne qui avait une agence matrimoniale Mhm. et c'était un peu sa conclusion après des années d'expérience, c'est que les couples qui, selon elle, duraient le plus longtemps et arrivaient à construire, co-construire une certaine harmonie relationnelle, c'était des couples qui se ressemblaient, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que les couples Voilà, qui c'est ça. Oui. les Faut couples explorer un peu la très différence. antagonistes, Ouais. c'était difficile Mhm. de durer dans le Mhm. temps. Des couples où se ressemblaient trop, ben, on s'ennuyait au bout d'un moment. Mhm. Mais avoir quand même suffisamment de points d'affinité et de ressemblance pour pas être trop perdu, quoi, pour Ouais, pas... voilà. Que la différence nous dérange un peu et nous fasse avancer, mais qu'elle soit vivable. Ouais, Et que les analogies nous donnent des zones de sécurité qui fassent que ça donne le goût d'y être, quoi. c'est ça. Mais sachant que on a vraiment besoin d'aller de l'avant, d'une façon ou d'une autre, quoi. Et c'est vrai que le piège, quand on est trop pareil, ben, ça dépend comment, parce que les deux peuvent aussi être avec un élan d'avancer, hein, quel que soit leur axe, qu'il soit matériel ou qu'il soit spirituel. Mais si on est dans une routine, bon, bah, au bout d'un moment, tout le monde s'ennuie, personne ne se déploie. Il y a besoin d'être confronté à un extérieur qui nous dérange un peu. Ouais, Mais ce qui est bien, c'est quand il nous dérange un peu et qu'on se sent grandir, s'il nous met en mille morceaux, c'est pas cool. c'est Ça ça. fait ce qu'on appelle un burn-out, hein. Des fois, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est trop, voilà, c'est ça. Donc, les couples qui sont trop différents, c'est un peu compliqué. Peut-être trop pareil aussi. Mais ça dépend trop pareil si c'est avec une dynamique de recherche et d'avancée ou si c'est trop pareil dans une dynamique figée. C'est ça. Bon, il semblerait quand même que quand il y a de l'existentiel, c'est pas mal. Mais s'il y a que de l'existentiel, ils risquent de vivre dans un taudis, de plus penser à bouffer. Ou alors ils sont devenus praniques, je sais pas, et ils ont trouvé un truc. Et puis, s'ils sont que matériels, ben, ils ont oublié une dimension humaine sans laquelle on n'est pas bien non plus. On a besoin de transcendance, il y a quelque chose qui œuvre aussi à cet endroit-là. Donc, il y a besoin des deux. C'est un équilibre qui va se trouver. Alors, c'est vrai que ça se cherche, hein, des fois, il y a un peu trop de matériel, un peu trop de spirituel. Enfin, c'est pas trop, mais c'est un peu trop exclusif. Mhm. Si on est dans le monde, il y a des choses matérielles à gérer. Il y a un Mhm. minimum à gérer. Mhm. Alors, bêtement, rien que faire la vaisselle, quoi. Enfin, c'est le minimum, quoi. Si on a la tête dans les étoiles et que l'évier est plein de vaisselle sale, ça va pas ensemble, quoi. Mhm. C'est pour prendre un truc vraiment très ordinaire, quoi. Mhm. Mais il y a des tas de choses à gérer matérielles
Il y en a, mais après, c'est obligé qu'il y en ait beaucoup. Il y a des gens qui se mettent énormément de choses matérielles à gérer pour ne pas penser au reste, hein, Mm. aussi. Donc, c'est aussi Oui, ça peut être une intéressant. fuite, oui. Mm. C'est pour combler la carrière qui est trop vide. Une fois qu'on a vu le trou qui est trop grand, on essaie de le remplir et plein de trucs à faire. Et c'est assez amusant de voir les gens quand ils arrivent après le milieu de vie, qui sont de cette étape-là, qu'ils arrivent à la retraite et qu'ils ont des plannings blindés comme pas possible, parce que c'est une sorte d'angoisse du vide qu'il C'est faut ça. absolument combattre avec une hyperactivité. Mm. Bon, c'est un piège aussi, mais bon. Mais en même temps, on peut avoir beaucoup de tendresse pour les gens qui font ça. Chacun fait comme il peut, C'est parce ça, j'allais qu'on ne dire. nous a pas Chacun donné fait le mode comme il peut d'emploi, hein. Ouais, pour gérer c'est cette solitude existentielle qui est incontournable à tout le une monde. solitude existentielle. Je crois que tu dis le mot très juste, que ce soit dans la vie en général ou en couple en particulier. Il y a souvent une solitude existentielle. Et si le couple en existant remédie à cette solitude existentielle et permet à chacun des deux d'aller vers le monde d'une autre façon intérieure, c'est super. Mais cette solitude existentielle, c'est ce que beaucoup d'êtres éprouvent dans le monde en ayant l'impression d'être. C'est un peu comme la chanson de Starmania, quoi. Un terrien en détresse, quoi. Qu'est-ce que je fous là, quoi. Ou Stone, c'est, c'est une sorte de solitude. Dès qu'on va vers l'essentiel, on a l'impression qu'il n'y a rien à quoi se raccrocher, que tout est vide, quoi. Alors, du matériel, il y en a partout, mais de la profondeur, on ne la trouve pas beaucoup. Et parfois, on la trouve dans un regard humain, justement, dans le film Human. Yann Bertrand interviewe les gens sur fond noir. Oui, C'est un magnifique. choix qu'il a fait. Ouais, Et on les voit 3 minutes, mais derrière, il y a une demi-journée d'entretien. ouais. Et ils ont recueilli les moments clés. Et ce sont des gens qui nous parlent avec des yeux lumineux de ce qui habite leur vie, quoi. Alors, il y a des choses tristes, des fois, quand même. Il y a des choses Il y très a dures, hein, des choses mais joyeuses. Mais on sent cette humanité qui habite l'autre, et cette curiosité. Par rapport à la différence, je cite souvent, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'était dans les émissions Rendez-vous Inter-Inconnus. C'était au Tchad. Je ne sais plus qui était. Je crois que c'est Kimberley, l'actrice, qui était là, chez les Tchadiens. Et il y avait une Tchadienne qui était là, magnifique, une jeune femme noire, enceinte, bien enceinte. Et Kimberley lui dit ah ouais, tu vas bientôt accoucher? Bah ouais, ouais, ouais. Et donc, mais comment tu fais ça? Bah, je vais dans la tente à côté, je fais mon bébé. Et elle lui dit, tout étonnée, toute seule. Et la Tchadienne la regarde avec ses yeux à la fois dans la candeur et l'émerveillement et l'étonnement. Pourquoi c'est pas comme ça chez toi? Elle dit, ah ben non, ah bon, c'est comment chez toi? Bah, non, on a un gynéco-obstétricien, on a une sage-femme, des puéricultrices. Et la Tchadienne la regarde émerveillée et pleine de tendresse aussi et dit, mais il ne se moque pas de toi? Personne ne comprend de quoi elle parle, quoi. Alors donc, Kimberley lui dit, mais pourquoi il se moquerait de moi? Ben, parce que tu peux le faire toute seule. Ce qui était magnifique, c'est des cultures qui n'ont rien à voir, et avec une tendresse, une connivence, ils ont le goût de se découvrir dans quelque chose que personne ne comprend rien, et c'était magnifique de voir toute leur humanité à l'œuvre dans des mondes complètement différents. Et ça ne les empêchait pas de se rencontrer. Alors, c'est vrai que c'est sur un court moment, ils ne vivent pas ensemble. Ils ont vécu ensemble une semaine ou deux, quoi, c'est tout. ouais, ouais. Et c'est ça, l'art de vivre la différence et de se faire éclairer par l'autre de quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est complètement différent. La Tchadienne était complètement étonnée de ce qui se passait en face. L'autre en face était étonné de comment la Tchadienne vivait son truc. Et toutes les deux à partager quelque chose qui était vrai pour chacune. Et c'était magnifique à voir. Dans ces émissions, il y a eu beaucoup de petites choses comme ça, où on voit quelque chose de l'humanité de l'autre qui émerge euh, d'une façon assez profonde. Et ça, on en a besoin de ça. On a besoin de ça. Et des gens de l'autre bout du monde qui vivent des choses profondes qu'on comprend tout à fait et qui sont réconfortantes parce qu'on voit cette humanité qui est en l'autre alors qu'il est dans une culture, un univers complètement différent. Il est animé par des choses, on est les mêmes à l'intérieur. Mm. Bien qu'on vive différemment, c'est pas pareil, on n'a pas la même langue, pas la même éducation, pas la même culture, pas le même pays. Et quelque part, il y a quelque chose qui anime l'humain que nous sommes dans une sorte. C'est comme s'il y avait une sorte de chose analogue en termes d'humanité chez tout le monde. Et c'est ça qui serait intéressant de mettre en exergue. Mm. Mais bon, on fait tous ce qu'on peut, on est en chemin, Oui. y compris au niveau des populations. Mais il y a des populations qui souffrent énormément.
c'est affligeant, par contre, quand même, de voir des populations qui souffrent énormément. Et je ne suis pas tellement prêt à me dire ça doit avoir un sens quelque part, parce que ce qu'ils subissent, c'est Inacceptable. trop inacceptable, quoi. Et en même temps, dire il faut que ça s'arrête et faire disparaître tous les méchants, ça semble un peu illusoire. D'abord, c'est pas délicat. Et puis, il y a sûrement quelque chose à comprendre, je ne sais pas quoi. Et d'un autre côté, on ne peut pas dire les gens souffrent spécialement pour qu'il y ait une compréhension. C'est trop de souffrance pour être dit comme ça, c'est trop irrévérencieux de dire une telle chose. Mm. Euh, Puis c'est trop facile. Bon, moi, c'est vrai que j'évolue dans un milieu, j'ai beaucoup de confrères qui essayent à tout prix de plaquer une causalité oui, sur des phénomènes comme ça extrêmes. Oui, bon, c'est karmique. Oui, bah, c'est au niveau astrologique, au niveau transplanétaire, au niveau énergétique. Oui, il y a quelque chose à épurer, il y a des dettes, il y a des... Bon, moi, c'est vrai que ça me révolte un petit peu parce c'est un peu que compliqué. Quand il y a tant de souffrance, c'est compliqué. D'oser oui, dire ça, c'est. Alors ça rassure celui qui le dit un petit peu, c'est c'est encore ça, bon. voilà. C'est Mais un peu trop artificiel pour moi, hein. C'est trop facile. C'est voilà, c'est il y a des choses qui dépassent l'entendement. Dernièrement, je viens de lire l'ouvrage de Christelle Tarot, Féminicide, pour un petit pavé de 1000 pages en 21-29-7. J'ai vu ah une bah de ses chapeau conférences, d'avoir je lu suis tout ça. ressorti de ce truc. D'abord, bravo à elle d'avoir fait ce travail, mais quand on voit en détail comment on met à mort quand on fait brûler les sorcières, avec le détail de tout ce qui se passe pendant que ça arrive, quand on voit comment on torture les gens, en les faisant disparaître à petit feu par petits bouts et tout, enfin, quand on voit la malice que l'on met à générer de la souffrance chez des êtres et comment on extermine essentiellement des femmes, puisque mais il y a des hommes aussi qui vivent ça, et des enfants. Quand tu as lu 1000 pages comme ça de documentation, tu te dis, ah oui, on arrive à faire ça quand même, des humains font ça à des humains. Ça paraît même pas possible, tellement ça dépasse l'entendement. Et si j'ai un peu d'attention vers les gens, les êtres qui ont subi ça, ce que je ne peux même pas imaginer, je ne me sens pas autorisé à dire ça doit être pour quelque chose qui doit être bien, quoi. C'est pas possible de dire ça. Je veux dire, Alors, bien sûr, derrière ça, il y a un chemin qui s'accomplit et en dépit de toutes ces souffrances, il y a une conscience humaine qui émerge. Il y a un chemin qui se fait. Mais dire qu'il faut qu'il y ait ça, bon, bah, il y a ça, du coup, on va essayer de faire le chemin avec. Mais c'est inacceptable, un truc pareil, quoi. C'est pas dire c'est karmique, truc machin, c'est pour un avenir. Non, ça se cherche, mais c'est violent, c'est abominable, quoi. hum, C'est pas supportable, ça. Maintenant, il n'empêche que ceux qui font ça, il y aurait quelque chose peut-être à comprendre chez eux pour qu'ils le fassent moins ou que ça se passe différemment. Je sais pas quoi, je sais pas comment. Euh, c'est vrai que plus on les regarde comme des monstres, plus on entretient la monstruosité. Et puis en même temps, le piège quand les événements sont monstrueux, c'est que les victimes disparaissent derrière les événements abominables, parce que les événements prennent plus de place que les êtres. Rendre grâce aux êtres indépendamment de la gravité des faits, ça c'est important. Et puis les auteurs entendent ce qu'il y a chez eux qui les amène à faire un truc pareil. Et c'est un peu compliqué d'approcher quelqu'un qui a eu du plaisir à amener une souffrance à petit feu. On a l'équivalent avec le racisme aussi, ce qu'on a fait aux esclaves. Ça fait très longtemps que les peuples ont des esclaves. Mais bon, si on parle de ce qu'il y a eu dernièrement, la capacité à faire souffrir des êtres envers lesquels on n'a aucune considération, on ne peut pas dire oui, mais il y a un chemin karmique ou il y a un truc qui fait sens, machin. Non. c'est pas sûr. L'humanité est en chemin. On va dire, elle n'a pas déployé toute sa conscience. Il manque quelque chose. Là, il y a un truc qui manque. Et comment on peut accompagner ce déploiement pour pas qu'il y ait besoin d'une telle chose. Enfin, pas qu'il y ait besoin, mais pour pas qu'une telle chose soit là, plus exactement. Parce que je ne sais même pas s'il y en a besoin. C'est comme si ces choses témoignaient d'un manque quelque part qui doit se déployer et qui ne s'est pas déployé. Hum. Est-ce que tu pourrais nous transmettre ta perception, ta vision de la perversité, puisque la définition de la perversité, c'est précisément de tirer de la jouissance, de la souffrance de l'autre. Ben, c'est ça la définition de la perversité. C'est un être qui est construit de telle façon qu'il va trouver du plaisir et il va être rassuré quand il voit la souffrance de l'autre, ça lui fait du bien. Hum.
c'est la situation la plus difficile à gérer et à accompagner, ça, pour un thérapeute. En général, ils ne viennent pas voir des thérapeutes. Mais C'est l'entourage qui vient voir. il va voir du monde, mais s'il va voir un thérapeute éventuellement, oui, c'est l'entourage qui est en thérapie. Tous autour, ils Oui, sont, ils ça sont veut en dire, thérapie, ceux qui sont autour. oui. Mais si lui va voir un thérapeute, il va essayer de raconter les faits au thérapeute de telle façon que le thérapeute va être dévasté, quoi. Il va jouir de voir l'inconfort du thérapeute quand il l'accompagne. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui fait que dans la construction d'un être, Oui, c'est ça. il en soit avoir besoin de la souffrance de l'autre pour être nourri lui-même de quelque chose qui l'aide à vivre. Oui. Et c'est un chemin à accomplir. C'est comme si un truc qui manquait, un truc qui n'est pas accompli, mais je ne peux pas dire que c'est spécialement pour celui qui est en face et qui souffre. Ça dépasse l'entendement. C'est la capacité que l'humain a eu à inventer des choses pour faire souffrir l'autre, mais on ne peut pas simplement avec un revers de main tout bien dire oui, mais c'est l'incarnation, le truc, c'est le karma, c'est le truc, le machin. Ouais, il y a une conscience en déploiement qui n'a pas encore tous ces morceaux, quoi. Il y a un truc qui ne s'est pas accompli, il y a sans Mm. doute des zones blessées, mais quand on pense à ce que payent les victimes de ça, c'est indécent de dire que ça fait sens. Enfin bon, il y a quelque chose à faire, là, certainement, je ne sais pas quoi. Mais on ne peut pas dire c'est pas pour Mm. rien, machin. Non, non. Faut Mais être raisonnable. inversement, moi j'ai entendu beaucoup de psychiatres dire que la perversité était inguérissable, qu'on ne pouvait rien faire. Alors peut-être on peut rien faire, peut-être on peut rien faire. Je pense qu'il y a des cas pour lesquels je vais pas dire on peut rien faire, je dirais on sait pas faire. On ne sait pas faire, oui. Je dirais on sait pas faire. Euh, si je reprends le premier cas d'Human, cet homme qui a tué cette femme et son enfant, et qui est visité par la mère de la femme, qui lui fait découvrir ce que c'est que l'amour, après avoir eu beaucoup de colère, certainement avant, bien sûr. Mais elle a fini par faire ce chemin, et cet homme, il découvre ce que c'est que l'amour. Son père le frappait avec des fils de fer et des cintres, et il disait, je t'aime, mais c'est plus dur pour moi que pour toi, il faut que tu saches, mon fils. Bon, ça, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre, il fait par rapport à un vécu. Là, c'est par rapport à un trauma de celui qui fait ça. Mais c'était pas un pervers, c'était un violent. C'est pas la même chose. Un autre exemple, c'est Marc Vella qui a amené son piano un peu partout pour jouer dans les prisons, dans des pays avec de la guerre et tout. Il amène son piano, il joue du piano avec les gens qui n'ont jamais touché l'instrument, il fait des trucs avec eux. Et puis, il sensibilise à une dimension assez particulière qui est vraiment touchante. Il a même été faire ça chez les talibans, c'est pour dire s'il ose des trucs. Euh, et il raconte dans son livre Éloge de la fausse note que dans un lycée d'enfants un peu en difficulté, pas très facile, il intervient, il va faire toucher le piano à des élèves qui sont tous des cassos, des trucs un peu difficiles. Il y en a un qui rentre dans la pièce, qui bouscule les tables, les chaises, qui s'affale sur trois tables, qui prend toutes les places, avec beaucoup de bruit. Et puis il invite à venir jouer du piano. Donc dit si tu veux venir, alors l'autre ça sert à rien, il le méprise, bah, ça va bien avec sa posture. Tout le monde dit t'es pas cap, t'es une poule mouillée, machin truc, voire des insultes encore plus croustillantes. Et puis finalement il y va, il joue avec Marc Vella, et il lui montre quoi faire, et il fait avec lui, il joue à quatre mains. Et quand ils ont eu fini, c'est là que c'est intéressant, il lui dit vraiment je te remercie, grâce à toi on a fait quelque chose de magnifique. Et le gamin baroudeur juste avant se met à pleurer. Mhm. Il lui dit qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit c'est la première fois qu'on me dit que j'ai fait quelque chose de bien. Et bah, ça mérite, ça va avec le peuple Babamba aussi, aller dire aux gens des belles choses qu'ils ont faites et ils vont devenir meilleurs. Si vous passez votre temps à leur dire qu'ils sont pourris, bah, ils vont être encore plus pourris, quoi. Mhm. Euh, Il y a quelque chose à rechercher par là, mais on est en recherche parce que toutes les idées elles sont magnifiques et en même temps la vie sociale n'est pas simple. Il y a des gens qui font des choses vraiment très dommageables pour d'autres. Jusqu'où on doit entendre, jusqu'où on doit permettre, à partir d'où on doit interdire, protéger. Franchement, j'ai pas de réponse, c'est trop compliqué, hein. Par contre, il y a une chose qui semble sûre, c'est que quelles que soient les conséquences, les punitions infligées, les trucs, les systèmes qu'on met en place, on ne peut pas faire l'économie d'entendre les autres. Aussi bien les auteurs que les victimes. Mhm. Parce que si on n'entend pas les auteurs, le fait qu'ils soient punis, quand c'est pulsionnel, ils recommencent.
ça n'empêchera pas. Par contre, si on trouve le sens que ça a, peut-être ils ne recommenceront pas parce qu'ils ont reconnecté quelque chose en eux. Si on leur permet à eux de trouver le sens, oui. Voilà, il faut qu'on les accompagne pour qu'ils le trouvent. On ne va pas le C'est redonner artificiellement, il faut qu'ils le trouvent, hein. sûr, bien sûr. Comme ce monsieur qui est en prison à vie pour double meurtre. Euh, voilà, on peut laisser tout ça filer comme ça, on a des idées, on a des ressentis, on a une humanité qui s'exprime à travers tout ça. On est obligé de rester humble et on n'est pas autorisé à dire quoi que ce soit qui serait dommageable pour les gens qui en ont été victimes. Il faut qu'on reste vigilant à ne pas avoir des propos qui emballent tout ça vite fait. Mm. Et qui, quelque part, c'est un peu au mépris de ceux qui en ont souffert, donc c'est pas supportable, ça. Mm. Donc, mais j'ai pas la réponse de la bonne façon de procéder, si ce n'est que j'aimerais bien savoir faire quelque chose de profondément juste. Mm. On fait avec les gens, en général, on fait plutôt avec les victimes qui ont subi des choses comme ça. Mais on doit garder un regard bienveillant envers les auteurs, quand même. Qu'ils soient punis par la loi, c'est une chose, mais qu'ils soient méprisés, c'en est une autre. C'est au niveau du mépris qu'on va œuvrer en thérapie. On n'a pas de mépris pour les auteurs. Je pense aux violences conjugales, par exemple. Ne pas avoir de mépris pour l'être qui est auteur de la violence. Et par contre, juger, et la justice peut aussi le faire, juger cette violence comme inacceptable Mm. et qui est les conséquences sociales qui vont avec, hein. Mais il n'empêche que s'ils sont jamais entendus nulle part, on ne va jamais avancer. En stigmatisant les gens comme pourris, bon, bah, on ne va pas faire de chemin. Ça, en tant que praticien, c'est quelque chose d'important, de rester libre de ses jugements envers les auteurs, Mm. et sans pour autant n'avoir aucun dénigrement envers la gravité des faits, sous prétexte que ça pourrait être apaisant. C'est le contraire, c'est pas supportable, ça. La supportable, exactement. Ouais. C'est indécent même, c'est indécent Mm. vis-à-vis des victimes. Alors, j'espère qu'avec ces quelques éléments, voilà, on a fait un grand tour d'horizon On a de fait un beaucoup de grand tour. choses, mais c'est ce que je propose qu'on retienne un petit peu de ça, c'est que les couples, alors, je ne vais pas faire une généralité en disant ils ne se rencontrent pas par hasard et faire que ce soit toujours comme ça. Tout ce qui est absolument général, je suis assez prudent par rapport à ça. Mais très souvent, les couples ne se rencontrent pas par hasard. Il y a un sens inconscient du casting qui fait qu'on va vers des êtres qui ont les travers, qui vont nous éclairer ultérieurement. Et comme ça nous fait peur, on y va en ne voyant rien, aveuglé par notre niveau de besoin qui va être satisfait grâce à cet état initial qui est un état amoureux. Et que quand on s'est suffisamment attaché avec ça, eh bien, on va un jour pouvoir se réveiller, on ne va pas partir en courant. Et avec un peu de chance, on va acquérir la maturité qui va avec. Mm. Et du coup, on va dire à ce moment-là, l'amour commence. L'amour commence, il y a la passion. La passion, c'est euh, l'état de passion, on voit l'autre comme une chose. On va prendre D'abord, il y a la volonté de besoin personnel, et après, il y a la passion qui veut qu'on accorde à l'autre tout ce qu'il veut. Mais on n'existe pas, l'objet de la passion est plus important que tout, mais ce n'est qu'un objet, l'autre. Du coup, ces états-là sont des états qui précèdent un état de dénuement et de vide, qui s'appelle la dépression. On s'aperçoit que quoi qu'on fasse, ça n'aboutit pas. Il y a un grand passage à vide et parfois une grande déception, parce que ce qui est en face n'est pas du tout ce qu'on croit. Et là, bah, c'est là où il y a la tentative de s'éloigner ou de changer le paysage. Et c'est là où il faudrait regarder, justement. C'est pas un point final, c'est un point de début, ça, qui mériterait d'être considéré. Et si on n'y arrive pas seul, ben, il y a des praticiens, si on les choisit bien, qui peuvent nous accompagner là-dedans, euh, pour qu'on voit le sens de ce qui s'est passé. Et que la plupart du temps, le sens apparaissant, non seulement on est heureux de s'être rencontrés et on peut continuer avec une nouvelle conscience qui fait qu'on est encore mieux ensemble. Et puis si, c'est pas juste de rester ensemble, se séparer, mais en honorant ce qui s'est passé avant qui fait sens. Mm. Et ça serait intéressant d'avoir ça à l'esprit. Je ne sais pas si ça peut résumer l'histoire du couple. Si, en tout cas, ça résume bien Franchement. ce que tu nous permets de voir, effectivement. Mhm. Oui. Ben, merci beaucoup, Ben, Thierry. c'est avec plaisir. Et merci de m'avoir permis d'exprimer, d'en faire profiter les gens. Et puis, merci en tant que praticienne d'apporter ce que tu apportes aux gens qui viennent te voir aussi. Merci, Thierry. Merci. Je te remercie beaucoup. Je te dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.
Ciao. Ciao.